Voici mon résumé pour l'animé en tant qu'aristocrate réincarné. Si tu aimes mes résumés, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Nous voyons un employé de bureau japonais moyen qui travaille toute la journée sans vie sociale. Il est coincé dans cette routine monotone et épuisante jusqu'au jour où il a une crise cardiaque parce que sa vie est vraiment vide. La prochaine chose qu'il sait, il ouvre les yeux et se retrouve dans un vieil hôpital avec une femme debout au-dessus de lui. Elle dit qu'il a un visage doux comme celui de son père, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Puis une domestique entre et offre à la dame du thé, et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit enfin son reflet dans le plateau que la domestique tient. Il a été réincarné en un bébé nommé Ars Louvent, et d'ici 3 ans, il a déjà commencé à tirer le meilleur parti de cette nouvelle vie ici. Cet homme a maîtrisé la lecture et l'écriture et a acquis beaucoup de connaissances sur ce tout nouveau monde. Il s'avère qu'il est né dans l'empire du 4e été qui règne sur le continent du 4e été. Comme il n'avait jamais vu de carte comme celle-ci auparavant, il sait avec certitude qu'il n'est plus sur Terre. Heureusement pour lui, il est né dans une famille noble appelée les Louvents, donc il vivait dans une grande maison avec son chef qui s'occupait de lui. Quand Ars s'est réincarné, il a découvert qu'il avait cette capacité incroyable que personne d'autre n'avait jamais vue. Il va dans la salle d'entraînement des gardes et demande s'il peut jeter un œil à leur entraînement. Ils sont tous cool avec Ars, donc il ne voit aucune raison de le refuser, même si c'est un peu bizarre qu'un gamin de 3 ans soit si excité de les voir se battre. Alors qu'il se promène, il remarque un garde en difficulté avec une lance. C'est l'occasion pour lui d'utiliser sa capacité spéciale appelée évaluation. Avec cela, il peut voir toutes les statistiques de ce garde nommé Milus. Il s'avère que sa compétence en cavalerie étant D n'est pas très impressionnante, mais sa compétence en tir à l'arc étant B est légitime. Ars pensait que Milus serait bien mieux dans le rôle d'archer. Après que Milus ait perdu son match, Ars s'approche de lui et lui demande s'il a déjà pensé à utiliser un arc dans ses combats. Milus pense que les arcs sont pour les lâches qui aiment être en sécurité pendant qu'ils attaquent, donc il ne sera jamais vu en train d'utiliser une arme comme ça, mais Ars insiste sur le fait qu'il pense que Milus serait un très bon archer s'il essayait. Milus n'est pas du genre à accepter des trucs comme ça, mais puisque c'est Ars qui le demande, il cède et décide d'essayer au moins une fois. Le gars n'a jamais tenu un arc auparavant, donc il n'est pas trop confiant quant à atteindre la cible. Mais Ars le rassure, lui disant que ça ira bien. Alors il se tient en place et tend son arc pour tirer. Le premier tir est un coup au cœur et Milus a du mal à croire ce qu'il vient de réussir. Juste pour s'assurer que ce n'est pas un coup de chance, il tire plusieurs autres flèches et chacune atteint le centre, avec l'une d'elles qui en fend même une autre. Après avoir vu ce que Milus peut faire avec un arc, tous les autres gardes lui disent qu'il devrait devenir archer, comme Ars l'avait dit, parce qu'il est nul avec une lance de toute façon. Ils sont encore curieux de savoir comment Ars savait que Milus serait une bête avec l'arc. Ars ne peut pas vraiment expliquer son pouvoir, alors il l'appelle simplement instinct, au lieu de révéler qu'il voit les statistiques des gens. Il a confiance en la précision de son pouvoir après l'avoir testé, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas l'utiliser sur lui-même. Plus tard au dîner, Ars se prépare à dévorer son repas quand son père lui demande s'il a vraiment découvert le talent de Milus pour le tir à l'arc. Son père est Raven Louvent et il a un air naturellement renfrogné, donc il a toujours l'air un peu en colère, même quand il ne l'est pas. Ars pense que son père est une légende parce qu'il est passé de fermier à noble juste avec ses talents de combat. Le mec est tellement puissant qu'il pourrait battre 10 mecs tout seul s'il le voulait. Le père dit à Ars de travailler pour affiner cet instinct de détection du talent des autres, car un jour, Ars sera le seigneur des terres, et quand ce jour viendra, pouvoir voir le talent des gens sera très précieux. Il offre son assiette de nourriture à Ars, montrant un peu d'amour, en disant qu'il veut qu'Ars grandisse vite. Depuis ce jour, Ars a lu sur l'Empire et a réalisé qu'il serait dans de beaux draps s'il ne changeait pas les choses bientôt. Les dirigeants de Summerforth étaient complètement corrompus, et à cause de cela, les paysans de tout le royaume se sont révoltés. Si cela continue comme ça, tout l'Empire pourrait s'effondrer, menant à des guerres sérieuses. En tant que futur chef de cet endroit, il va devoir mener son équipe au combat, mais il n'a pas la confiance de dire qu'il va réussir dans une guerre. Alors, il décide qu'il doit se préparer à ce désastre en rassemblant des gens talentueux pour le soutenir quand ce jour viendra. Il a parcouru les rues de la ville et a commencé à utiliser l'évaluation pour scanner les gens, cherchant quelqu'un avec un quelconque talent. Mais même après avoir cherché un bon moment et fatigué ses yeux dans le processus, il n'a toujours pas trouvé quelqu'un d'utile.
Juste à ce moment-là, il a vu un gamin se faire expulser d'un magasin et se faire refuser le service par une vieille dame. Tout le monde voit ce qui se passe, mais ils sont tous racistes à mort, alors il n'essaie pas d'aider un Malkin. Les Malkin sont les gens qui sont venus à Summerforth de l'autre côté de la mer, généralement amenés comme esclaves, donc les gens les méprisent. Ars ne va pas seulement le regarder être ostracisé par les gens, alors il s'approche de lui et lui offre un pain qu'il a sous la main. Le gamin est d'abord hésitant, mais il prend le pain, et ensuite, Ars utilise évaluation sur lui. Il s'avère que ce gamin nommé Wrights a des statistiques sérieuses. Mec est au même niveau que certains des gars les plus impressionnants du monde, donc s'il a la chance de grandir, il deviendra une force avec laquelle il faudra compter. Wrights termine le pain et remercie encore Ars pour sa gentillesse, puis il s'en va. Mais Ars ne laisse pas un gars aussi talentueux s'échapper, alors il le suit jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une ruelle sombre. Wrights l'arrête, disant que c'est idiot de suivre des inconnus dans des endroits douteux, mais Ars le coupe et demande à faire de Wrights son serviteur. Wrights pense qu'il plaisante, mais Ars est très sérieux, alors il se présente comme le fils du seigneur et demande encore une fois à Wrights de le rejoindre, car Ars peut voir qu'il a beaucoup de talent. Wrights ne croit pas qu'il soit aussi talentueux que le prétend Ars. De plus, il sait que ça va nuire à la réputation de sa famille s'ils prennent un Malkin comme lui. Ars dit qu'il va trouver une solution, mais Wrights refuse toujours l'offre et commence à s'éloigner. Alors qu'il s'en va, Ars commence à le poursuivre car il pourrait ne jamais trouver une autre personne talentueuse comme Wrights. Il change donc de tactique et essaie de le soudoyer avec toute la super bonne nourriture que le chef de sa famille peut préparer. Ars le ramène chez lui et Wrights est choqué de voir qu'Ars ne plaisantait pas en étant le fils du seigneur. Ils entrent et de la nourriture appétissante est servie à Ars. Mais même les domestiques ici sont carrément racistes. Alors ils ne donnent à Wrights qu'un bol de haricots et lui disent qu'il ne peut pas s'attendre à de la bonne bouffe parce qu'il est un Malkin. Ils veulent qu'il mange ses fichus haricots secs et qu'il parte, mais Ars ne tolère pas ce manque de respect flagrant envers son invité. Il rend très clair que Wrights sera traité comme tout autre invité ici. Alors ils s'excusent tous et lui préparent cette fois un vrai repas. Pendant que Wrights savoure son repas, Ars lui demande pourquoi il s'est retrouvé à Summerforth en premier lieu. Il explique donc qu'il faisait partie d'un groupe de mercenaires auparavant, mais malheureusement, ils ont tous été tués lors d'une de leurs missions. Wrights avait erré sans but depuis, jusqu'à ce qu'il tombe sur cet endroit. C'est une histoire émouvante. Mais le majordome s'en fiche éperdument et presse Ars de faire partir le sale garçon Malkin. Ars lui dit qu'il ne fera pas partir Wrights de sitôt puisqu'il l'a amené ici pour en faire son serviteur officiel. Le majordome pense que c'est une idée folle car son père ne donnera jamais le feu vert pour ça. Et il a raison car quand Ars révèle ses plans à son père, son vieil homme les rejette carrément, disant que des gens comme Wrights ne sont tout simplement pas au niveau des gens de Summerforth, donc il ne vaut rien. Même son père est raciste, donc Ars doit travailler un peu de magie pour le faire accepter Wrights comme serviteur. Il dit à son père qu'il a senti le talent fou de Wrights, tout comme il l'a fait avec Miley. Mais même si Raven fait confiance à la capacité de son fils à repérer le talent, les gens de Summerforth sont tous convaincus que Malkin n'est pas capable de faire quoi que ce soit de bon. Donc ils pensent que Wrights ne peut pas avoir ce genre de talent fou, car se prétend. Cependant, Ars ne recule pas, insistant sur le fait qu'avoir Wrights de leur côté sera crucial pour l'avenir de leur territoire. Il suggère donc à son père de tester Wrights pour voir si le talent est au rendez-vous. Raven accepte de le tester, et s'il réussit, il peut commencer en tant que soldat. Mais le test qu'il propose est un duel direct, et Wrights doit gagner pour obtenir le sceau d'approbation. Ars commence à s'inquiéter car même si Wrights a des compétences, son père a toujours un score de prouesse plus élevé, donc gagner un combat équitable va être difficile. Mais heureusement pour eux, Raven est toujours un homme correct, donc il ne va pas se déchaîner contre un garçon de 14 ans. Il va donner à Wrights un handicap pour équilibrer un peu le terrain. Avec ces conditions, Ars pense que Wrights a de bonnes chances de l'emporter, et Wrights est d'accord avec ça. Alors Raven dit qu'ils vont commencer ce duel tout de suite. Alors qu'ils partent pour que Wrights puisse combattre le père d'Ars, Wrights s'arrête un instant et demande pourquoi Ars fait tout ce chemin pour faire de lui un vassal. L'offre le rend heureux, mais cela semble trop beau pour être vrai étant donné qu'il est toujours persécuté parce qu'il est malchant. Ars lui assure qu'il fait tout cet effort parce que Wrights compte pour lui.
Un jour, Ars sera le seigneur des lieux, et quand ce jour arrivera, il veut que Ritz soit à ses côtés. Alors, Ritz promet de tout donner et de gagner. Ils arrivent sur le terrain d'entraînement, et tout le monde est complètement perdu sur ce qui se passe. Raven demande qu'on apporte des épées d'entraînement et un sablier. Une fois qu'ils ont préparé l'équipement, il a expliqué que tout ce que Ritz devait faire, c'était de lui porter un coup dans le temps imparti pour être déclaré vainqueur. Ars pense que cela pourrait jouer en leur faveur, car même si Raven est le meilleur épéiste du coin, les compétences de Ritz devraient en suffire pour au moins lui porter un coup. Le duel commence, et Raven fonce directement vers Ritz de toutes ses forces. Cependant, Ritz est agile et réussit à esquiver, mais il sent que si le coup avait touché, cela l'aurait détruit, épée d'entraînement ou pas. Raven est plus fort que lui, mais Ritz se défend toujours dans le combat. Les autres soldats sont très impressionnés car ils ne pouvaient pas du tout suivre Raven, et c'était quand il les ménageait. Mais maintenant, Raven s'en prend à Ritz sans retenue. Ensuite, Ritz se fait frapper à l'épaule, ce qui l'envoie rebondir sur le sol. Il se relève et regarde Ars, qui l'encourage. Cela le remotive et il est prêt à continuer le combat. Il s'approche de Raven avec une nouvelle stratégie, esquivant son coup et se faufilant derrière lui. Il utilise l'éblouissement du soleil comme couverture pour perturber la vision de Raven et porter un coup. Raven le bloque toujours, mais une fois que Ritz fait un pas en arrière pour créer un peu d'espace, il déclare que le duel est terminé. Ritz regarde derrière pour s'assurer qu'il n'a pas dépassé le temps imparti, vérifiant qu'il reste encore du sable dans le sablier. Cela signifie qu'il a touché Raven, même si ce n'était qu'une légère tape. Tout le monde est carrément stupéfait par ce que Ritz a réussi, et Raven lui donne des félicitations pour la victoire. Il admet qu'Ars avait raison à propos du talent incroyable de Ritz. Et maintenant qu'il l'a vu de ses propres yeux, il sait que Ritz a le potentiel pour devenir un épéiste de premier ordre à l'avenir. Ars a également un avenir brillant devant lui s'il est capable de trouver un tel talent si facilement. Raven était inquiet de savoir comment Ars allait gérer la folie du monde quand tout allait mal, mais maintenant on dirait qu'il n'a pas à s'inquiéter de rien. Ars a peut-être réussi à devenir le nouvel empereur du pays. C'est un peu ambitieux pour le seigneur d'un si petit village. Ritz a gagné beaucoup de respect de la part des soldats maintenant qu'ils ont vu de quoi il était capable. Et peu de temps après, Ars est passé voir si Ritz se sentait bien dans sa nouvelle vie ici. Ritz est en train de se la jouer avec son uniforme tout neuf. Il a décidé de prendre aussi des fonctions de domestique parce qu'il veut aider autant qu'il peut. Il montre également une grande gratitude envers Ars pour l'avoir sauvé d'une vie dans la rue. Pour rembourser cette dette, il va rester aux côtés d'Ars à partir de maintenant. Quelques mois passent et nous découvrons que Ritz traîne surtout avec Ars au lieu de se lancer dans l'action sur le champ de bataille. Mais il a été super utile et montre des compétences de combat impressionnantes. Ritz a enrichi ses connaissances grâce à une multitude de cours particuliers, et cela a augmenté sa statistique d'ingéniosité comme jamais. Maintenant, il est l'une des personnes les plus intelligentes de tout le groupe. Une fois que les gens de la maison et du domaine ont connu Ritz, ils l'ont tout de suite accepté. Les femmes de chambre ne peuvent s'empêcher de parler de lui, disant à quel point il est séduisant. Un jour, Ritz partage ses connaissances historiques avec Ars. Il explique que le 4e empire d'été était à l'origine composé de 7 royaumes. L'un de ces royaumes, Ansel, avait beaucoup de puissance, alors il a simplement envahi et conquis les 6 autres royaumes. Le roi Anatus d'Ansel s'est proclamé empereur et a renommé tout le continent le 4e empire d'été. Mais en ce moment, tout l'Empire est dans de gros problèmes. Le dirigeant en charge est un enfant de 8 ans nommé Baidoras, mais le véritable pouvoir est détenu par ses conseillers qui se disputent entre eux. Avec un leadership faible, des révoltes commencent à éclater. Elles sont de petite envergure pour l'instant, mais même Raven a dû envoyer des troupes pour calmer la situation. Cette situation pourrait devenir très sérieuse, donc Ars réalise qu'il doit utiliser sa capacité d'évaluation pour recruter des gens talentueux de son côté, avant que cela n'aille mal tourner. La famille d'Ars réside dans cet endroit appelé territoire de mission, donc il est choqué quand Ars prédit que le conflit majeur va éclater là-bas. Le gouverneur là-bas est très vieux et en mauvaise santé, donc il est probable qu'il ne sera pas autour pour beaucoup plus longtemps. Il a 2 fils, et ils veulent tous les deux hériter de sa position, ce qui pourrait directement mener à la guerre. Le père d'Ars pense que le fils aîné devrait devenir gouverneur, mais il n'a pas son mot à dire sur le camp qu'il finit par choisir, car il ne sert pas directement le gouverneur. Lamberg est dans ce district appelé Canard, et Raven est le chef de celui-ci. Ars se sent vraiment nerveux parce qu'il est juste un gamin, et jusqu'à présent, le seul espoir génial qu'il a trouvé est Ritz. Heureusement, Ritz voit tout cela comme une opportunité en or. Si un seigneur peut montrer ses compétences dans un conflit majeur, cela peut l'aider à progresser dans le monde. Ars est inspiré et il décide de monter en niveau et de devenir plus fort pour augmenter leurs chances. Ritz promet de protéger Ars et lui demande son aide pour trouver les bonnes personnes afin que cela se réalise.
Pendant qu'ils arrivent en ville, Ars remarque que son père s'entraîne plus souvent. Il est assez clair qu'il sent qu'une guerre approche. Ars dit à son père qu'il va chercher plus de recrues, alors Raven lui demande de trouver quelqu'un avec de grandes compétences en magie. Il s'avère que Raven ne maîtrise pas la magie comme un pro, et les gens qui le peuvent ne sont pas vraiment géniaux non plus. Il a un jour demandé à Ars d'essayer la magie, alors Ars a tenté le coup avec un appareil magique, mais il était vraiment nul. Son père ne lui a plus jamais demandé après ça. Mais avoir un mage dans leur équipe renforcerait sérieusement leur force, donc Ars est super déterminé à trouver le meilleur candidat pour la magie. Ils se rendent dans la capitale du district de Canard, où Ars est choqué quand il découvre qu'il y a 50 000 personnes qui y vivent. Tout le monde a l'air super riche et Ars rêve d'offrir à son peuple de Lamberg ce genre de bonne vie un jour. Ritz est sûr qu'ils trouveront un candidat génial, il y a tellement de monde. Mais Ars utilise son pouvoir pendant un moment et ne trouve personne avec un vrai potentiel. Vous voyez, le pouvoir d'Ars lui montre les statistiques d'une personne en chiffres et les niveaux d'aptitude, mais le vrai talent vient d'une combinaison des deux. Avoir de bonnes statistiques sans la bonne aptitude ne suffira pas. Ars commence à se sentir déprimé car il ne trouve pas la bonne personne, mais Ritz lui rappelle qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. En continuant d'explorer, Ars tombe sur une ruelle où des gens vivent. Il est carrément choqué, alors Ritz lui donne une leçon. Là où il y a de la richesse, il y a toujours de la pauvreté. C'est comme si la prospérité engendrait des inégalités ou quelque chose du genre. Ritz réalise qu'Ars l'a sauvé de ce genre de vie, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire pour ces gens pour l'instant. Ars a une réalisation. Vous voyez, avant, il regardait juste toutes les belles choses et pensait que c'était une bonne ville. Mais à ses yeux, une bonne ville est celle où même les moins fortunés peuvent se réaliser. Il sait qu'il est peut-être naïf, mais il souhaite pouvoir trouver leur prochain candidat parmi ces moins fortunés. Ritz ne pense pas qu'il soit naïf du tout, et Ars est carrément choqué quand il dit qu'il est fier d'être son assistant. Après cela, il se dirige vers le plus grand marché de la ville, où quelqu'un propose à Ars un œuf de dragon. Ars ne peut tout simplement pas croire que les dragons existent dans ce monde, et le marchand remarque à quel point il est excité. Donc, le marchand propose de lui procurer des œufs rares pour seulement une pièce d'argent chacun. Ars est prêt à débourser cet argent, mais Rietz est furieux contre le marchand. Ars est choqué, mais Rietz sait que ce type a passé ses œufs en contrebande illégalement parce que le commerce a été gelé avec le continent nord. De plus, la taille et les taches sur les œufs ne semblent même pas authentiques. Et ce qui est encore plus suspect, c'est que ce marchand a tout un stock d'œufs de dragons rares. Ritz découvre qu'il s'agit en réalité d'œufs de lézards géants, alors il décide que la punition de ce marchand pour avoir embarrassé Ars devrait être la mort. Ars supplie Ritz d'arrêter, alors Ritz s'excuse d'avoir dépassé les bornes. Ars commence à s'inquiéter que Ritz réagisse comme ça chaque fois qu'il est joué, alors il décide de se ressaisir rapidement avant que quelqu'un ne finisse 6 pieds sous terre. Ils font une pause pour manger, mais quand Ars essaie d'acheter des bonbons, quelqu'un le bouscule. Il est surpris lorsque Ritz lui signale que son argent a été volé, alors ils partent à la poursuite du voleur. Ce voleur est vraiment rapide, ce qui rend difficile la poursuite, mais Ritz arrache son manteau et révèle que c'est une fille. Ils la suivent dans une ruelle où elle se fait agresser par des types. Ars leur dit de reculer, alors ils essaient de l'attaquer, mais Ritz les arrête et leur donne une petite leçon. Ils rebondissent, et Ars pense que son pote est super cool. Ars vérifie si la fille va bien, et il est choqué de découvrir qu'elle est une mage de niveau S avec un potentiel incroyable. Non seulement cela, mais ses compétences en leadership peuvent atteindre 92, et sa prouesse peut aller jusqu'à 116. C'est une fille très jeune, mais ses compétences rivalisent même avec celles du père d'Ars. Toutes les statistiques qui ne sont pas liées à la magie sont faibles, mais ce n'est pas grave car elle doit déjà avoir un pouvoir magique incroyable. Rietz lui dit de rendre son argent à Ars, mais Ars l'interrompt et lui demande d'être son écuyer. Rietz souligne qu'elle est une voleuse, mais Ars révèle qu'elle a un talent magique et incroyable comme il n'en a jamais vu auparavant. Mais la fille intervient et dit carrément qu'elle préférerait mettre fin à sa propre vie plutôt que de servir un gamin comme Ars. Ars essaie de lui dire qu'elle a un potentiel magique incroyable, mais elle ne le croit pas parce qu'elle n'a jamais utilisé de magie auparavant. Ce gamin intelligent comprend la situation d'un tout autre angle et découvre qu'elle est une voleuse parce qu'elle a traversé des moments difficiles. Alors, il lui explique que si elle le rejoint en tant que servante, elle recevra un gros salaire et des repas réguliers. Mais mince, la fille n'en veut pas. Elle dit clairement qu'Ars est un enfant gâté et critique les nobles. Elle se demande ce qui leur donne le droit de mépriser les autres. Elle pense qu'ils sont juste nés sous une bonne étoile et ne font rien pour mériter leurs privilèges. Elle indique clairement qu'elle ne veut pas être un outil pour protéger le style de vie luxueux d'Ars. Ars explique qu'il n'est pas un noble de la haute société comme ceux dont elle parle. Il veut construire une ville où des gens comme elle peuvent vivre de bonnes vies et il a besoin de son aide pour cela. La fille souligne que ces gens souffrent actuellement et son idée de les aider plus tard lui semble naïvement folle.
Elle suppose qu'Ars veut juste son aide pour montrer aux autres à quel point il est gentil et se sentir bien. Rietz intervient pour simplifier les choses et lui dit de rendre l'argent. Alors elle le fait parce qu'elle ne veut pas leur devoir pour l'avoir sauvé. Ars remarque une marque sur son poignet et elle raconte qu'elle s'est fait prendre à s'introduire dans la maison d'un noble et a fini par être vendue à un marchand d'esclaves. Elle a réussi à s'échapper, donc les gars que Ritz a battus étaient les sbires du marchand. Ars pense qu'elle devrait quitter la ville car il la recherche, mais elle dit qu'elle ne peut pas. À ce moment-là, un groupe d'enfants est sorti. Voyous, et elle souligne que ces petits gars n'ont pas de parents et personne pour les aimer. Elle ne peut pas simplement les abandonner comme ça. Ars comprend maintenant, alors il accepte d'arrêter d'essayer de la recruter, mais il lui file sa bourse d'argent. Elle lui rappelle qu'il lui donne volontairement, donc il ne peut pas le demander en retour. Ars dit que c'est tout à elle maintenant, donc elle le traite de bizarre et part avec les enfants orphelins. Cette nuit-là, Ars ne peut pas sortir de sa tête la vie difficile de la fille. Rie connaît aussi la lutte et lui dit clairement que le monde n'est pas tendre avec ceux qui sont en bas. Elle a probablement été traitée comme une moins que rien par les nobles dans le passé et c'est pourquoi elle les déteste. Rie souligne qu'Ars n'est pas comme ça, mais Ars réalise qu'il a pris sa vie privilégiée pour acquise, donc il comprend pourquoi elle le voit de cette façon. Ars veut vraiment construire une meilleure ville, et elle avait peut-être raison avec ce qu'elle a dit. Juste à ce moment-là, Ars aperçoit les enfants orphelins d'avant et il révèle que la fille nommée Charlotte a été capturée. Un bref aperçu du passé de Charlotte et vous verrez à quel point sa vie était difficile. Elle n'était qu'une enfant, mais elle ne pouvait même pas se souvenir de la dernière fois qu'elle avait versé des larmes. En regardant une petite fille heureuse, elle se demande si la dernière fois qu'elle a pleuré, c'était quand elle a réalisé qu'elle n'avait pas de parents. La vie n'a fait qu'empirer à mesure qu'elle grandissait. Elle était fauchée et sans abri, donc les gens la traitaient comme de la merde. Elle se demande si elle a pleuré pour la dernière fois lorsqu'elle a réalisé qu'elle est moins qu'un être humain. Elle abandonne de tenter de se souvenir et se demande simplement pourquoi diable elle est née en premier lieu. De retour dans le présent, Charlotte se fait botter le derrière sans arrêt par ses brutes. Elles sont en colère parce qu'elles compliquent leur travail et elles sont déçues parce qu'elles n'arrivent toujours pas à la faire pleurer, alors elles continuent de la frapper. Le marchand d'esclaves leur rappelle de ne pas abîmer son visage car il a déjà trouvé un acheteur pour elle et il ne veut pas énerver le type méchant. Les sbires découvrent qu'elle a beaucoup d'argent, alors Charlotte essaie de le récupérer. Mais elle en paie le prix. Charlotte voulait cet argent pour les orphelins, mais le marchand lui dit qu'il n'y a aucun espoir pour elle. Même si elle s'échappait, elle retournerait à une vie de misère. Il lui suggère d'accepter que sa vie est finie et lui dit de blâmer ses parents pour l'avoir abandonnée. Juste à ce moment-là, tous les voyous sont effrayés parce que Rie débarque. Il met carrément en pièces plusieurs de ses voyous et Charlotte se demande pourquoi diable ils sont là. Le marchand lui dit qu'ils ont du culot de s'introduire ainsi, mais il est choqué quand Ars sait d'une manière ou d'une autre son nom. Ce type peut dire qu'Ars est un noble à cause de la façon dont il est habillé, mais il ne lâchera pas Charlotte. Il explique qu'elle n'est qu'une marchandise et que les nobles comme Ars et sa famille sont ceux qui les achètent secrètement. Il espère qu'un noble Ars comprendrait, mais ça énerve encore plus Ars. Charlotte dit à Ars de ne pas se mêler de ça puisqu'il la connaît à peine. Mais Ars pense à quelque chose depuis leur rencontre. Il a essayé de comprendre pourquoi ses yeux ont l'air si vides et il a finalement réalisé que son niveau d'ambition est juste à 1. L'ambition désigne les espoirs et les rêves personnels de quelqu'un, représentant son désir de s'améliorer, sa ténacité et son espoir pour l'avenir. Charlotte a juste abandonné, elle a renoncé à son avenir. Le commerçant rigole franchement, laissant entendre que Charlotte n'est qu'une simple esclave, donc elle n'a pas d'avenir, idiot. Ça énerve Ars énormément et il souligne que les adultes sont censés protéger l'avenir des enfants. Mais ce type non seulement a pris l'avenir de Charlotte, mais maintenant, il s'en moque. Ars atteint sa limite et dit que ce devrait être à Charlotte de décider ce qu'elle veut être, pas à ces fichus types. Charlotte se rappelle pourquoi elle a arrêté de pleurer. Verser des larmes n'aide personne à survivre. Elle a abandonné l'idée d'avoir des rêves il y a longtemps, car elle croyait que les destinées sont décidées à la naissance. Fermer son cœur était la seule façon de se protéger de tout le mauvais traitement. Elle a appris que les larmes sont pour les faibles, et dans son monde, la faiblesse équivaut à la mort. Elle a décidé de se concentrer sur la force pour survivre, donc c'est vraiment déroutant pourquoi elle pleure maintenant de tous les moments. Le commerçant en a marre d'être sympa avec Ars, alors Charlotte lui dit de dégager. Mais Ars lui dit de ne pas s'inquiéter et dit à Rie de s'occuper de leurs affaires. Les voyous disent qu'ils ont vraiment des ennuis maintenant, mais Rietz en assomme un et dit « Ils paieront le prix ultime pour avoir énervé son seigneur Ars », qui est la mort. Les voyous pensent qu'ils peuvent le surpasser parce qu'ils sont plus nombreux, mais Rietz les démonte tous d'un coup.
Ces idiots essaient même d'utiliser la magie contre lui, mais cela ne ralentit même pas Ritz. Ritz se tient bien au-dessus de tous les voyous vaincus, et le commerçant l'appelle un foutu monstre. Le commerçant dit qu'il n'a pas d'autre choix, alors il appelle son plus grand voyou. Ce géant était autrefois un commandant d'infanterie, mais il a été expulsé pour mauvaise conduite. Charlotte s'inquiète pour ce type, mais Ars utilise ses pouvoirs sur lui et lui dit de ne pas s'en faire. Le gars les regarde de haut, mais Rietz fait remarquer qu'il ne peut le faire que s'il sort vivant de leur combat. Cela pousse le gars à attaquer Rietz immédiatement, mais les compétences de Rietz sont d'un tout autre niveau. Il met ce type KO en un rien de temps, et Charlotte est carrément stupéfaite, se demandant qui sont ces gars. Le marchand vient de révéler que le grand ponte du district de Canard est tout pour le trafic d'esclaves, mais Ars le savait déjà, alors il déclare carrément qu'il va acheter Charlotte. Le marchand essaie de résister, mais Rietz le met au défi en disant qu'il pourrait facilement lui arracher des mains, et que ce serait bien pire pour sa réputation s'il perdait un esclave qui avait déjà un acheteur. Ce serait tellement plus simple s'il la vendait à quelqu'un prêt à payer plus. Après quelques grognements, le gars accepte à contre-cœur de les laisser l'acheter. Alors, Ars propose de la ramener à son équipage, mais Charlotte veut d'abord aller dans un endroit spécifique. Le problème, c'est que c'est au fond de la forêt, et Ars n'est pas vraiment fan de randonnée. Mais ils y arrivent, et waouh, Ars est époustouflé par la vue à couper le souffle. Cet endroit est le coin secret de Charlotte, où tous les problèmes de la ville semblent petits. Il est évident que cet endroit compte énormément pour elle, alors Ars se demande pourquoi elle le lui montre. Après avoir réfléchi à ses paroles, Charlotte se demande pourquoi Ars veut construire une ville où même des personnes comme elle peuvent vivre de manière stable. Ars reste simple, il aime les enfants. Charlotte souligne qu'il est aussi un enfant, mais Ars explique davantage. Il sait que lorsque vous vous sentez déprimé, le sourire d'un enfant peut vous remonter le moral, et il croit que c'est parce qu'un sourire d'enfant est plein d'espoir. Avoir de l'espoir signifie être excité pour l'avenir, et cette excitation détient un pouvoir sérieux. Ars croit que les sourires sont contagieux et que l'enthousiasme est ce qui rend une ville meilleure. C'est en partie pour cela qu'il veut créer un espace où les enfants peuvent toujours avoir de l'espoir. Il veut construire une ville où les gens peuvent vivre avec espoir et stabilité. Ars s'excuse s'il semble donner une leçon, mais étonnamment, Charlotte accepte d'être sa main droite. Ars lui rappelle les orphelins, mais elle explique qu'ils sont la raison pour laquelle elle est partante. Elle veut que ses enfants aient le genre d'avenir dont Ars parle. Juste à ce moment, Rietz arrive et révèle qu'il a trouvé un objet magique dans l'entrepôt. Il fait confiance à l'œil d'Ars pour repérer les talents, mais il veut voir par lui-même si Charlotte peut utiliser la magie. Elle est prête à essayer, mais elle leur rappelle qu'elle n'a jamais vraiment utilisé la magie auparavant et qu'elle ne sait même pas comment lancer des sorts ou rien de ce genre. Pendant que Rietz lui explique, Ars commence à penser qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre avec un don magique de rang S. Il se demande à quel point Charlotte est puissante et elle est prête à le lui montrer. Elle récite une incantation rapide et lance un sort de feu incroyablement puissant et franchement, les gars sont carrément choqués, mais ce n'est même pas tout. Alors que ce sort illumine le ciel, les gens partout deviennent fous devant le spectacle de feu épique et l'objet magique se brise littéralement. Les gars sont encore complètement émerveillés et Charlotte commence enfin à montrer un peu de confiance. Ars ne pourrait pas être plus heureux, et Rietz lui rend enfin hommage pour son talent. Charlotte est ravie d'apprendre qu'elle va recevoir un salaire mensuel, un endroit où dormir, et de la nourriture régulière. Mais elle veut que tout cet argent soit envoyé pour aider les orphelins à la place. Tout ce dont elle a besoin, c'est juste d'un toit au-dessus de sa tête et de la nourriture. Alors Ars accepte de le faire. Ars sait toujours comment dire les bonnes choses, et il déclare qu'il ne peut pas attendre de voir ce que l'avenir lui réserve. Charlotte dit qu'elle fera tout pour réaliser le rêve d'Ars, et elle l'appelle Seigneur Ars. Mais Ars est rapide à rejeter ce truc formel, disant qu'elle n'a pas besoin d'être trop formelle. Elle est donc soulagée parce qu'elle n'est pas douée pour ça de toute façon, et elle est plus âgée que lui, donc ce serait bizarre. Charlotte s'excuse d'avoir pris leur argent et le remercie de l'avoir sauvé. Ars dit « ce n'est rien, il veut juste rentrer chez lui et manger ». Elle dit à Rietz qu'elle a vraiment hâte de voir l'avenir d'Ars, et Rietz est d'accord. Pendant que Charlotte dit aux orphelins qu'elle va leur apporter du lait, Ars pense à quel point il est heureux d'avoir deux alliés loyaux. La maison de Louvain devient définitivement plus forte, mais Ars ne peut ni ressentir la pression. Il est entouré de personnes impressionnantes, et il se demande s'il est capable de les diriger, puisqu'il est juste un gars ordinaire. Il a peur de tout gâcher et de les décevoir.
Mais ensuite, il se souvient de la promesse qu'il leur a faite et se ressaisit. Il va faire tout ce qu'il faut pour construire une ville incroyable. Enfin, ils s'assoient tous pour manger, mais il devient très clair que Charlotte doit apprendre les bonnes manières et le parler de base. Charlotte pense que c'est impossible, mais Ritz lui explique simplement. Elle doit se ressaisir parce qu'elle va être avec Ars lors des repas. Charlotte dit à Ars qu'elle préférerait faire une sieste, mais Rietz doit lui rappeler que, pour eux, c'est Lord Ars. Après ça, Raven refuse d'accepter Charlotte car il pense que le champ de bataille est trop risqué pour les femmes. Mais Ars n'est pas d'accord. Il dit à Charlotte de montrer sa puissance. Et Raven change rapidement d'avis et l'accueille volontiers dans leur équipe. 3 ans plus tard, on voit l'armée de Raven revenir du champ de bataille. Il s'avère qu'ils ont un différend avec la province de Satz, et c'est pourquoi Raven doit servir dans l'armée. Ars lui demande à propos de la bataille, et il révèle qu'ils ont carrément écrasé l'ennemi en félicitant la magie de Charlotte pour les avoir menés à la victoire. On dit qu'elle est maintenant connue comme la plus redoutable mage de tout le champ de bataille, dirigeant l'unité magique comme une chef. On voit qu'Ars a des frères et sœurs nouveau-nés, et ils ont tous les deux des compétences impressionnantes. Il pense qu'ils vont assurer et soutenir la famille à l'avenir. Ritz lui raconte les frères Katia, disant qu'ils viennent d'une famille de chasseurs qui vient de déménager à Lamberg et qu'ils semblent avoir du talent. Alors Ars décide de les retrouver et Charlotte propose de l'accompagner. Ils cherchent à travers les bois et aperçoivent une créature qui se cache. Mais soudain, une flèche l'abat d'un seul coup et ces 2 chasseurs apparaissent. Ars, utilisant son talent, découvre que ces chats sont les frères Katia, Gatos et Marcus, et il voit leur talent pensant qu'ils vont devenir de solides soldats. Il l'invite chez eux, où leur père, Greg, prépare un festin. Charlotte goûte la nourriture et dit « Waouh, c'est délicieux !» Gatos explique que c'est la créature qu'ils viennent de chasser, appelée un tassoir. Greg demande à Ars pourquoi il est dans les bois. Alors il explique qu'il veut recruter Gatos et Marcus pour l'armée parce qu'il sait qu'ils ont des compétences. Greg est ravi de cette nouvelle. Il informe Ars qu'il a un autre fils nommé Rosal, mais il n'est pas aussi capable que ses frères. Il voit Rosal prendre discrètement du pain sur la table, alors Greg le gronde et lui dit de saluer leurs invités. Ars utilise ses compétences sur Rosal et se rend compte que ce gars est un véritable génie, son intelligence est hors norme. Ars dit à Greg qu'il veut faire de Rosal son vassal, mais Greg pense que c'est une mauvaise idée, disant qu'il va ne causer que des ennuis. Mais Ars lui demande s'il veut les rejoindre, et Greg a peur, pensant qu'il devra aller sur le champ de bataille. Alors il refuse carrément, disant qu'il ne veut pas mourir. Il retourne dans sa chambre, et Greg explique à Ars que depuis le décès de sa mère, Rosal s'est enfermé là-dedans, sans apprendre de compétences de vie. Mais Ars ne s'en fait pas et dit que Rosal est un génie, pensant qu'il va devenir un brillant tacticien un jour. Ars entre dans la chambre de Rosal et le voit en train de lire un livre, mais il explique que c'est le seul qu'ils ont à la maison et que sa mère le lui lisait. Il dit que le livre lui apporte la paix, alors Ars l'invite dans sa bibliothèque, disant qu'il peut lire autant qu'il veut. Au début, Rosal refuse catégoriquement parce qu'il ne fait pas confiance à Ars, mais il veut lire plus de livres, alors il accepte. Mais il dit qu'il va amener ses frères avec lui. Il se dirige vers le manoir, et Ars présente Charlotte à Gatos et Marcus. Elle leur fait visiter les casernes, tandis que Rosal se dirige vers la bibliothèque. Ars lui dit de lire tous les livres qui l'intéressent et ordonne à Ritz de s'occuper de lui en disant qu'il doit étudier aussi. Puis, il s'éclipse de la bibliothèque. Mais il finit par s'évanouir et se réveille plus tard, réalisant qu'il a laissé Rosal à la bibliothèque pendant des heures, pensant que le gars était probablement déjà parti. Alors il retourne à la bibliothèque et Ritz lui dit que Rosal s'est endormi après avoir lu plein de livres. Ars utilise sa compétence, remarquant que l'intellect de Rosal s'affine de minute en minute. Il remarque que Rosal apprend à une vitesse fulgurante. Ses frères les rejoignent, pensant que Rosal a juste perdu du temps à la bibliothèque parce qu'il n'a jamais appris à lire. Ars est tout surpris d'entendre cela, Rosal se réveille et Ars lui demande comment diable il a appris à lire des livres. Rosal explique qu'il l'a appris en regardant sa mère, et tout le monde a du mal à le croire. Le lendemain, Ars arrive vers les frères et leur dit de mettre en place des pièges pour attraper le Sourd. Rosal explique qu'il a lu sur les pièges, alors Ars lui dit d'utiliser ses connaissances pour les attraper. Ses frères le soutiennent, alors Rosal décide d'essayer. Après un certain temps, Greg aperçoit l'invention de Rosal et se rend compte que ce truc a carrément attrapé une tonne de sangliers. Il explique qu'il est stressé à propos de leur père parce qu'une fois que ses frères seront devenus soldats, il va avoir du mal à chasser pour se nourrir. Il a donc inventé ce piège, révélant qu'il avait peint la clôture en jaune pour attirer le sanglier.
Greg remarque des herbes suspendues au-dessus, alors Rosal révèle que les petits sangliers et leur maman détestent son arôme, donc cela les éloigne. Il veut que les sangliers continuent de se reproduire. Ses frères pensent qu'il est une légende, mais Greg dit à Rosal de quitter la maison avec ses frères et dit à Ars de bien s'occuper d'eux. Alors Rosal commence à penser que son père a de la haine pour lui, mais Ars pense qu'il doit y avoir une bonne raison pour laquelle Greg agit de cette manière. Cette nuit-là, Rosal réfléchit à sa mère, pensant que son père le déteste carrément parce que la santé de sa mère s'est détériorée après qu'elle lui a donné naissance. Il se reproche sa disparition, mais soudain, il surprend Greg en train de discuter avec ses potes, et Gatos se demande pourquoi il traite Rosal si mal. Alors Greg explique qu'il veut que Rosal le déteste parce qu'il pense avoir échoué en tant que père. Il n'a pas pu voir le talent de son fils, et il avoue qu'il a de l'affection pour Rosal. Il veut le voir atteindre son plein potentiel, mais Greg pense qu'il est un obstacle. Il veut donc que Rosal l'oublie et dit à Gatos et Marcus de soutenir leur frère. Le lendemain, Ars arrive pour récupérer les garçons, alors ils se préparent à partir et Greg commence à couper du bois. Mais Rosal s'approche de lui, disant qu'il n'a pas de haine et qu'il promet de tout donner. Il fait savoir à son père qu'il veut se réunir à nouveau, et Greg est ravi d'entendre cela, disant qu'il va les attendre pour revenir. 3 ans plus tard, nous voyons que Raven ne va pas très bien et Ars pense qu'il n'est pas en état de se battre, mais son père dit qu'il n'a pas le choix parce que les choses sont mal en point. Nous découvrons que le gouverneur est mort il y a 1 an, mais il a nommé son fils cadet Vasmash comme le prochain grand nom. Cependant, le frère aîné, Chiron, affirme que le document était faux, provoquant une grosse dispute. Les potes sont divisés sur qui devrait prendre les commandes, et maintenant leur mission de quartier est toute chamboulée avec les SAT qui profitent du chaos. Ars se demande s'il doit intervenir, mais son père dit qu'il y a quelque chose d'encore plus important sur lequel il doit se concentrer, ses fiançailles. Ars est choqué en entendant ça comme « mince ». Pourquoi personne ne lui a rien dit? Son père lui remet une lettre et il se précipite pour informer l'équipe, se demandant ce qu'il doit faire à ce sujet. Mais tout d'un coup, son pote arrive et dit que sa fiancée vient d'arriver. Il sort pour la rencontrer, mais il ne sait pas comment se comporter car il n'a jamais eu de copine dans sa vie passée. Mais la fille se présente comme Lisha Plaid, et bon sang, elle le fait chavirer dès le début. Mais quand il regarde ses statistiques, il est carrément choqué parce qu'elle a une ambition folle et il pense que ça ne correspond pas à son apparence mignonne. Il s'inquiète qu'elle se moque de lui et il ne la laissera pas le manipuler. Mais pendant qu'elle parle, il la trouve trop adorable. Il décide de lui faire visiter et son majordome, Jean, est super surpris de voir un Malkin dans la maison. Mais Lisha c'est déjà pour Ritz, alors elle dit directement à Jean de s'excuser. Lisha reçoit un accueil chaleureux et il s'assoit pour un repas. Elle adore la viande et Ars lui raconte comment ils les ont attrapés. Il la trouve vraiment mignonne et elle mentionne comment elle est passée par Lamberg en venant ici. Ars pense que c'est dommage qu'il pleuve, donc il ne peut pas lui faire visiter, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter car le soleil commence à briller. Il se demande si elle contrôle le temps, mais elle révèle qu'elle a regardé les nuages en venant et savait que c'était juste une petite pluie. Alors elle lui a dit de lui faire visiter la ville. Pendant ce temps, nous voyons Charlotte et Rosal les regarder, mais elles ont toutes les deux une mauvaise impression d'elle. Ars et Lisha entrent dans la ville et nous voyons 2 mecs se disputer. Ars se demande ce qui se passe et une femme lui dit que c'est une querelle à propos d'une commande de pierres magiques. Le commerçant a commandé des pierres magiques de feu, mais le fournisseur a amené des pierres magiques de son à la place. Et comme tout était verbal, personne ne sait qui a tort. Ars pense qu'il devrait intervenir et réparer ça, mais il a peur de faire une erreur devant Lisha. Charlotte arrive en proposant de résoudre les choses par la force, mais Lisha la fait taire. Charlotte pense qu'elle devrait se mêler de ses affaires, mais Lisha dit qu'elle est fan et même Charlotte est charmée par elle. Lisha décide de gérer la situation et demande à Ars un service si elle réussit. Nous voyons les mecs se battre et Lisha s'avance vers eux. Ils se demandent qui elle est, alors elle se présente comme la fiancée d'Ars et ils sont très contents d'entendre ça, pensant qu'Ars grandit. Elle propose d'acheter la pierre magique sonore, disant qu'elles sont précieuses dans son coin et elle révèle qu'ils ont un volcan donc elle peut vendre la pierre magique de flamme à un bon prix aussi. Mais elle affirme que c'était l'idée d'Ars. Les gars sont ravis qu'il se soucie de les aider et il leur dit de rédiger un contrat la prochaine fois pour éviter ce genre de problème à l'avenir. La situation a été résolue et Ars montre sa gratitude à Lisha pour son aide. Après cela, Lisha évoque sa faveur et Ars se demande ce qu'elle veut, mais elle lui demande seulement de répondre à sa question, se demandant quel genre de personne l'attire.
Ars n'arrive pas à croire que c'est tout ce qu'elle veut, mais il sait qu'il ne peut pas la déjouer, alors il lui dit qu'il aime les gens qui disent ce qu'ils pensent et qui restent authentiques. La nuit, Ars pense à comment il n'a pas pu comprendre les intentions de Lisha, mais alors qu'il se prépare à dormir, il la trouve dans son lit. Il se demande si elle joue avec lui, mais elle mentionne qu'elle veut avoir une conversation directe avec lui. Ils partagent du thé et il se demande de quoi elle veut parler. Elle révèle qu'elle a le talent de lire les émotions des gens rien qu'en les regardant et mentionne comment il était méfiant à son sujet lors de leur première rencontre. Alors elle était curieuse de savoir pourquoi. Il décide de dire la vérité, révélant son aptitude à voir les statistiques d'une personne et comment elle a une ambition incroyablement élevée, ce qui lui fait penser que tous ses gestes sont calculés. Il pense qu'elle ne va pas le croire, mais elle pense que cela explique ses actions. Elle admet qu'elle est ambitieuse comme pas possible, donc Ars se demande ce qu'elle cherche vraiment. Elle révèle carrément que son objectif en tant que femme est de faire tomber éperdument amoureux d'elle un homme bien, et Ars réalise que le meilleur choix pour elle est d'épouser quelqu'un de puissant. Il pense qu'elle n'a pas de chance parce que leur territoire est petit, mais Lisha sait exactement ce qui se passe dans sa tête. Elle lui dit que même si leur territoire est peut-être petit, après avoir passé la journée avec lui, elle veut toujours être sa femme car elle voit un grand potentiel en lui. Il a juste de bonnes personnes autour de lui. Mais Lisha croit que c'est exactement pourquoi il sera génial. Elle souligne comment tout le monde le voit comme un membre de la famille et elle pense que c'est la qualité la plus importante pour un leader. Elle lui dit carrément qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais ensuite, elle décide d'appeler ça une nuit et Ars reste stupéfait. Il commence à paniquer parce qu'il n'a pas répondu, mais on voit Lisha dehors qui se sent aussi embarrassée. Mais elle se rend compte que c'est la première fois qu'elle s'ouvre à quelqu'un de cette manière. Nous voyons Lisha s'éloigner et elle remarque qu'il n'a toujours pas répondu à sa confession. Ça le rend complètement fou, mais elle lui dit qu'elle peut attendre parce qu'elle a décidé qu'elle va l'épouser. Dans un flashback, on apprend qu'elle déteste carrément le monde de la noblesse parce que tout le monde là-bas ment et poignarde dans le dos juste pour essayer de sécuriser leur propre position. Elle déteste aussi sa propre capacité à cause de ce désordre. Mais un jour, quand elle a vu une fille se marier, elle a réalisé qu'elle pouvait échapper à toutes les manigances et complots si elle trouvait un homme suffisamment fort. Donc elle n'avait pas l'intention de se marier dans la famille d'Ars parce qu'elle pensait qu'elle devait trouver quelqu'un d'encore plus fort. Mais après avoir passé du temps avec lui, elle a vu à quel point il est gentil et aimé, et elle voulait faire partie de son monde. Alors, elle est reconnaissante envers Dieu de lui avoir donné de la force, et elle est prête à aider Ars à construire son nouveau monde. Nous voyons Ars lui écrire, lui faisant savoir que son père va mieux et que tout le désordre de la succession se calme, mais il veut la revoir pour enfin lui avouer ses sentiments et lui faire savoir qu'il veut aussi l'épouser. Bon, il semble qu'il ait porté la poisse car l'état de santé de Raven s'est complètement dégradé car son état empire depuis toute l'année et il va finir par casser sa pipe tôt ou tard. Mais Ars n'est pas prêt à laisser partir son père sans avoir remboursé tout ce qu'il a fait pour lui, alors il prie pour que Raven tienne un peu plus longtemps. Pendant ce temps, au château d'Arcantos, le gouverneur se détend dans sa sombre salle du trône tout seul. Pas un garde à l'horizon. Puis, de nulle part, un type ouvre la porte en brandissant un couteau comme s'il était sérieux. Le gouverneur essaie de s'enfuir, mais hélas, son royal derrière a subi un malus de mobilité de -10. Alors, il trébuche et mange de la terre. C'est à ce moment-là que l'assassin saisit son opportunité, court vers lui et poignarde le gouverneur dans le dos. Une tonne de gardes envahit la pièce, essayant de cerner l'assassin et de l'emmener pour l'interroger. Mais l'assassin a déjà obtenu ce qu'il voulait, alors il effectue une acrobatie folle pour sauter par la fenêtre et éclate sa tête sur le trottoir comme une noix de coco cassée. Donc, ils ne sauront jamais qui est derrière ce chaos. Peu de temps après, la nouvelle de l'assassinat du gouverneur parvient aux oreilles de Raven. Il demande une réunion avec Ars et son équipe pour comprendre ce qu'il faut faire. Il se tourne vers Rosal en lui demandant ce qui va se passer maintenant que le gouverneur est 6 pieds sous terre, et Rosal sait qu'une sale guerre se profile à l'horizon. Avec le gouverneur parti, la lutte pour la succession est sur le point d'exploser dans chaque district. Ils doivent choisir entre le grand frère Curran et le petit frère Vasmash. Lumer, le grand du district de Canard, va probablement soutenir Curran et Lamberg va suivre le mouvement. Raven s'attend à recevoir une lettre de convocation d'une minute à l'autre, alors il dit à Reeds de préparer les soldats à partir sur le champ. Il veut aussi se préparer pour la bataille, mais il est tellement malade qu'il ne peut même pas sortir du lit. Peu de temps après, la lettre de convocation arrive, demandant à Lamberg de rassembler ses forces pour la guerre à venir. Comme Raven ne peut pas se joindre à la fête, Reeds suggère que lui et Charlotte prennent les rênes et assurent en son absence. Mais Ars n'est pas d'accord. Il est déterminé à être celui qui gère les choses. Ars, Charlotte et Reeds se tiennent sur une falaise et regardent le district de Canard où ils s'apprêtent à rencontrer Lord Lumer. Ars ne peut s'empêcher de se sentir un peu inquiet à propos de l'homme qu'ils vont rencontrer.
Ils arrivent aux portes du château et Ars se présente tout de suite comme le fils de Raven le Vent, venu parce que Lord Lumer l'a appelé. Le garde jette un œil à l'invitation et elle semble légitime, mais il ne croit pas qu'Ars soit ici pour représenter la Maison Le Vent car ce n'est qu'un enfant. Mais ensuite, le garde reconnaît Charlotte comme la célèbre Dame des Flammes et Rietz comme le faucheur de Levant. Cela pousse Ars à se demander quelles atrocités Rietz a dû commettre sur le champ de bataille pour mériter un tel titre. Quoi qu'il en soit, le garde ne doute plus de l'identité d'Ars, alors il les conduit à l'intérieur du château où Ars est présenté au bras droit de Lumer, Minos Renard. Ars dit que c'est super de le rencontrer, et comme Ars est venu, Minos se dit que Roven doit vraiment être malade et lui souhaite un prompt rétablissement. Ars prend un moment pour vérifier les stats de Minos, et waouh, ce gars est au-dessus de la moyenne dans tout. Minos mentionne qu'il a entendu parler des réalisations de l'équipage et leur propose directement de travailler ici à la place. Mais Charlotte et Rietz ont déjà juré fidélité à la Maison Le Vent, alors ils refusent l'offre de Minos. Il est déçu, mais il obtient leur engagement. Une fois les présentations faites, Minos laisse Ars dans la salle de réunion où les autres dirigeants attendent. Ars se sent un peu nerveux mais il entre là-bas et se présente avec assurance comme Ars Louvent, représentant Raven Louvent. Il s'assoit, mais il est encore super nerveux car personne n'a encore rien dit. Finalement, Kral Orsello, qui traînait souvent avec Raven et jouait avec Ars, brise le silence. Il dit à Ars de se détendre et lui propose même quelques cookies. Pendant ce temps, un autre gars lance à Ars un regard sévère, et Ars ne sait pas pourquoi. Juste au moment où Ars allait essayer d'arranger les choses avec lui, les grandes portes s'ouvrent, et Lumer Pires, le chef de canard, entre. Lumer les remercie tous d'être venus et prend place. Ars consulte ses statistiques et elles sont à peu près ce qu'on pourrait attendre du chef d'un district. Sa prouesse est vraiment élevée, mais rien d'autre n'est vraiment remarquable. Mais si vous regardez de plus près, Mina compense les compétences que Lumer n'a pas. Donc, sans aucun doute, ensemble, ils peuvent prendre les meilleures décisions pour le pays. Lumer est désolé de les avoir fait venir ici à un si court préavis, mais il voulait qu'ils l'entendent directement de lui. L'assassinat du gouverneur va certainement déclencher une guerre massive et une lutte de pouvoir. Lumer est fidèle à son grand frère jusqu'au bout, et cela ne changera pas. Alors, il demande si quelqu'un a un problème avec ses plans. Kral et Ars n'ont rien à redire à la réunion, donc Lumer conclut et parle des rumeurs selon lesquelles Sats pourrait profiter de cette occasion pour lancer une nouvelle attaque contre eux. Il veut que leurs troupes soient prêtes à intervenir si la situation se gâte. Maintenant que la réunion est terminée, les autres préparent déjà des plans pour que leurs troupes restent prêtes, et Ars est complètement épuisé car il n'a jamais été aussi nerveux de sa vie. Alors qu'il est encore affalé sur la table, Lord Lumer le contacte, alors il se lève tout de suite pour s'excuser de son comportement impoli. Lumer lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser et qu'il est au courant de l'état de Raven. Il est ravi qu'Ars assure sa place. Louvent est peut-être un petit accord, mais dernièrement, leur peuple a montré une force au-delà des attentes. Lumer est également heureux qu'Ars soit assez sage pour agir en tant que représentant de son père, même s'il n'a que 11 ans. Alors, il a de très grands espoirs pour l'avenir de la maison Louvent. Il en va de même pour Charlotte et Ritz. Cela dit, Lumer s'en va pour gérer ses propres affaires. En partant, Ars et les autres réalisent qu'ils doivent vraiment se surpasser. Donc Ars propose qu'ils commencent à se préparer du mieux qu'ils peuvent pour la bataille à venir. Mais avant qu'il ne puisse même commencer, il est à nouveau appelé, et cette fois, c'est par le type qui lui lançait des regards noirs plus tôt. Le type dit que c'est la première fois qu'il parle, alors il se présente comme étant Amon Plaid. En gros, c'est le père de Lisha. Il demande si Amond a besoin de quelque chose de lui. Et Amond mentionne que Lisha a été bouleversé récemment, et c'est parce que Ars n'a pas gardé le contact. Il veut savoir si Ars a répondu aux lettres de Lisha à temps. Et Ars essaie d'expliquer qu'il a essayé, mais avec son père qui tombe de plus en plus malade, et le gouverneur qui a été tué, il n'avait pas beaucoup de temps pour finir sa dernière lettre. Il s'excuse et promet de lui écrire une lettre dès qu'il rentre chez lui. Amond admet que Lisha reste habituellement dans son coin et agit de manière égocentrique. Mais dernièrement, elle s'est ouverte et a montré plus ses sentiments et il pense que c'est à cause d'Ars. Donc c'est clair qu'elle a de forts sentiments pour lui. Lisha a toujours été une fille bien, obéissante et tout, mais il l'a pris pour acquis et s'est concentré sur le militaire et les affaires d'État au lieu de passer du temps avec elle. Donc, il sait qu'elle devait se sentir vraiment seule. Surtout avec tous ces nobles louches autour d'elle, il veut vraiment qu'elle trouve le bonheur, c'est pourquoi il a accepté les fiançailles. Alors, il demande à Ars de bien prendre soin de Lisha, et Ars promet de faire tout ce qu'il peut pour la rendre heureuse. Quand Ars rentre à la maison, il raconte tout à Raven sur ce que Lumer a dit à la réunion, et c'est exactement comme il l'avait prédit. Mais Raven a quelques mots à dire à Ars sur le fait qu'il y est allé sans le prévenir.
et les mots sont qu'il est sacrément fier de lui. Après cela, Ars se met à écrire une lettre de réponse à Lisha et s'excuse d'avoir mis autant de temps à répondre. Il lui raconte tout ce qui s'est passé récemment et comment il a rencontré son père. Mais avec une guerre à l'horizon, il doit tout donner pour gagner et protéger Lisha, tout comme il l'a promis à Hammond. Plus tard dans la journée, nous voyons Ars s'entraîner avec Ritz à l'art de l'épée. Mais il se fait mettre à terre très fort. Rietz lui suggère de faire une pause car ils y sont depuis le matin, mais Ars insiste pour continuer. Tout le monde autour de lui devient plus fort, mais il a l'impression de ne pas avoir progressé depuis des années. Plus tôt, il a dirigé une troupe dans une bataille d'entraînement, et pour être franc, c'était un désastre total. Il a lu sur la guerre, mais il n'a aucune expérience réelle avec elle. Et quand de vrais soldats le chargeaient, il hésitait toujours. Il sait qu'il aura Ritz et Charlotte à ses côtés, mais s'il ne peut pas tenir sa place sur le champ de bataille, il ne fera que ralentir les autres. Mais au milieu de l'autodépréciation d'Ars, Rosal arrive en courant vers lui et dit que Seitz a envoyé des forces à Kumar. Loomer veut qu'ils se rendent immédiatement sur le champ de bataille pour les intercepter dans le territoire de Kral à Kumar. Ils ont une certaine marge de manœuvre sur la façon dont ils gèrent l'invasion de Seitz, mais s'ils ne s'en occupent pas maintenant, cela deviendra bientôt le problème de Lamberg. Lamberg sera la prochaine cible de Seitz s'ils parviennent à envahir Kumar. Raven n'est toujours pas prêt à se battre, ce qui signifie qu'Ars doit prendre le relais et se rendre sur le champ de bataille à sa place. Et bon sang, il est terrifié à cette idée. Il essaie de rester calme et donne l'ordre aux troupes de partir sous son commandement. Alors qu'il s'en va, Ritz essaie de le rassurer, disant que tout ira bien car il a Charlotte et Ritz pour le soutenir. Quelques minutes plus tard, Ars s'adresse aux troupes et leur dit qu'il les mène au combat pour protéger le district de Kumar. Mais au milieu de son discours, Raven l'interrompt et dit à Ars qu'il ne peut pas encore le laisser partir en guerre. Il est encore trop inexpérimenté, donc Raven dit qu'il prendra la charge et dirigera les troupes à la place. Ars souligne que Raven est encore trop malade pour aller à la guerre, mais Raven regretterait bien plus de laisser Ars mourir sur le champ de bataille que de mourir lui-même pour le district de Kumar. Ars essaie d'expliquer qu'avec Ritz et Charlotte à ses côtés, il est sûr qu'ils reviendront victorieux. Mais la victoire n'est pas le problème ici. Raven dit qu'Ars n'a pas le visage d'un guerrier et, pour le prouver, il ordonne à l'un des soldats de faire sortir le gars qu'ils ont enfermé dans le cachot. Quand ils le font sortir, Ars demande qui est ce type, alors Raven explique qu'il s'appelle Baramorda et qu'il a commis tous les crimes possibles sans le moindre remords. Il devait être exécuté il y a quelque temps, mais la maladie de Raven l'a retardé. Maintenant, il veut procéder à l'exécution sur le champ et il dit à Ars de regarder. Si Ars peut regarder ce type se faire tuer sans perdre son calme, alors Raven le reconnaîtra comme un homme et le laissera diriger les troupes au combat. Même sur le point de mourir, Baramorda continue de parler de combien il aimait tuer les petits enfants comme Ars le plus. Mais même s'il est un salaud total, quand la hache tombe sur son cou et que sa tête est tranchée, les yeux d'Ars deviennent vides parce qu'il ne peut pas supporter ce qu'il vient de voir. La vue de la tête coupée et du sang le fait tomber à genoux, mais Raven lui dit qu'il n'y a pas de honte à avoir. Tout le monde réagit ainsi la première fois qu'il voit la mort. Mais en ce moment, si une mort perturbe Ars, il n'y a aucun moyen qu'il puisse gérer un champ de bataille où la mort survient tout le temps. Raven ordonne aux troupes de se déplacer avec Rietz, Charlotte et Rosal, laissant Ars là pour réfléchir à quel point il était naïf de penser qu'il était prêt pour la guerre. À la frontière du conflit, nous observons Raven et l'équipage d'Ars se lancer dans une bataille. Rietz et Raven tiennent le front, tandis que Rosal donne les ordres, ajustant la formation de l'armée. Charlotte fait son truc et déclenche une énorme boule de feu, faisant exploser un mur. La maladie de Raven le ronge, alors qu'il crache du sang, mais il continue de se battre avec un courage fou. Les ennemis dépassent l'armée canard de 50%, mais grâce à Roven qui dirige les forces Louvan, ils ont réussi à prendre la forteresse qu'ils visaient. La bataille dure plus d'un mois et Roven revient 4 jours après le 12e anniversaire d'Ars, mais il est en mauvais état. Les frères et sœurs d'Ars ont peur qu'il ne meure, alors Ars va parler à son équipage. Il dit à Ritz qu'il s'est blessé pendant l'entraînement et lui demande des nouvelles de son père. Ritz explique comment Raven s'est battu comme un héros, mais que sa santé déjà fragile s'est encore détériorée une fois le combat terminé. Ars se blâme de ne pas être assez fort pour prendre la place de Raven, mais les autres lui rappellent que Raven était déjà malade. Ars demande à être tenu au courant si l'état de Raven change, puis il part s'entraîner encore un peu. Rietz mentionne qu'il se fait tard, mais Ars s'en fiche. Tout le monde s'inquiète pour Ars, car ils ont entendu dire qu'il se donne à fond dans son entraînement quotidien.
Juste à ce moment-là, l'équipage est choqué lorsque Lisha se présente à leur porte. Elle est très inquiète pour Ars car elle a remarqué un changement dans les lettres qu'il envoie récemment. Ses mots étaient doux et chaleureux, mais maintenant ils semblent distants. Elle se demande si quelque chose ne va pas, alors Ritz lui demande de ne pas être offensé quand il lui dit qu'Ars a ses raisons. Lisha se fâche et explique qu'elle n'est pas offensée. Elle est juste inquiète. Elle veut désespérément savoir ce qui ne va pas, alors tout le monde accepte de le lui dire. Il lui parle de l'exécution et explique qu'Ars se sent coupable d'avoir empiré l'état de Raven. Lisha se blâme de ne pas avoir aidé Ars plus tôt quand il en avait besoin, alors elle les supplie de lui dire où il se trouve. Lisha est tout excitée à l'idée de voir Ars, mais il est en plein milieu d'un entraînement intensif. Après s'être effondré par terre, il est dit à Ars qu'il ne peut plus physiquement supporter d'entraînement. Mais Ars n'est pas d'accord et il souligne que son père s'est battu dans une vraie bataille dans des conditions encore pires. Ars veut désespérément protéger tout le monde comme son père, alors il continue de s'entraîner. L'équipage est surpris quand Lisha décide de ne pas lui parler, alors elle explique que ce n'est pas le bon moment. Juste à ce moment-là, ils entendent que Raven a repris connaissance. Rosal veut partager la bonne nouvelle avec Ars, mais il s'avère que Raven veut d'abord parler aux trois. Raven leur parle de manière décontractée et Charlotte se demande qui est ce type. Raven explique qu'il ne leur parle pas en tant que seigneur en ce moment. Il veut juste savoir s'ils sont heureux avec leur vie dans la maison. Apparemment, c'est comme le paradis pour eux, et Raven est content de l'entendre. Mais ensuite, il annonce une mauvaise nouvelle. Il explique que son temps dans ce monde est presque écoulé, alors il veut leur dire quelque chose. Il ne s'attendait pas à grand chose quand Ars les a d'abord amenés, mais ils sont devenus des piliers cruciaux dans leur domaine. Raven est content de les avoir rencontrés, et il est fier de tout ce qu'ils ont accompli. Ils sont tous sans voix, et Raven révèle qu'il a une faveur à demander. Ars n'est pas encore prêt à affronter des batailles, et le faire devenir seigneur maintenant serait vraiment cruel. Maintenant, à l'article de la mort, Raven réalise combien il a laissé inachevé. Il aurait aimé pouvoir emmener Ars sur le champ de bataille plus tôt pour lui montrer les dures réalités du monde tout en étant là pour le protéger. Mais il est trop tard pour cela, alors Raven demande aux trois de soutenir Ars. Il ne demande pas cela en tant que seigneur d'un domaine. Raven demande en tant que père, il déclare combien il est fier d'appeler Ars son fils et il les supplie de lui accorder ce souhait. Rosal rend hommage à Ars pour avoir réparé sa propre relation avec son père et il jure qu'il fera tout ce qu'il faut pour aider Ars. Charlotte explique comment Ars a donné un sens à sa vie et qu'elle ne peut servir personne d'autre. Ritz ressent la même chose, jurant de se battre pour Ars même si cela signifie mourir. Ils sont tous d'accord pour soutenir Ars et il remercie Raven de les avoir laissés entrer dans sa maison. Ritz a une chose à demander à Raven et Raven est d'accord, alors Ritz dit à Lisha que Raven veut lui parler. Lisha s'excuse de se rencontrer dans ces circonstances compliquées, mais elle est choquée lorsqu'elle découvre qu'elles se sont déjà rencontrées auparavant. Raven pensait qu'elle était juste une fille trop prudente quand il l'a vue pour la première fois, mais il s'est vite rendu compte qu'elle avait bon cœur. Raven voulait quelqu'un comme elle aux côtés d'Ars, alors il a demandé à ce qu'elle soit fiancée à Ars. Raven s'inquiète qu'elle puisse être déprimée par les défauts d'Ars, mais c'est la dernière chose à laquelle elle pense. Elle admet que la gentillesse d'Ars peut le rendre vulnérable, mais elle sait qu'il essaie de toutes ses forces de surmonter cela pour être plus comme Raven. Raven est heureuse de l'entendre parler ainsi, parce qu'il est clair qu'elle est tombée amoureuse d'Ars. Lisha avoue fièrement qu'elle aime Ars de tout son cœur et Raven la remercie. Lisha quitte la pièce alors que Raven demande à voir Ars ensuite et elle remercie Ritz de lui avoir permis de rencontrer Raven. Quand Ritz est seul, son esprit est envahi par tous les souvenirs qu'il avait avec Raven et il s'effondre en pleurant. Plus tard, Ars tout excité va voir son père et il est soulagé d'entendre qu'il se sent mieux. Ars dévoile qu'il a fait beaucoup de recherches sur la maladie de Raven et qu'il y a des remèdes qu'il veut essayer. Ars essaie de parler d'un médecin qui pourrait aider, mais Raven l'interrompt. Raven se souvient d'avoir eu l'âge d'Ars quand il a fugué de chez lui et s'est rendu en ville à cause du tyran qui dirigeait son village. Le gouverneur de Michonne était en visite dans la ville et ce dont Raven se souvient le plus, c'est à quel point il semblait impressionnant. Raven était vraiment épaté par lui et il voulait être comme lui, quelqu'un qui pourrait être gouverneur et diriger un groupe de soldats. Raven a appris l'art de l'épée tout seul et est devenu soldat. Il a combattu de tout cœur et a été reconnu pour ses actions. Avant qu'il ne s'en rende compte, il a été nommé par Lumer et a fini par avoir son propre territoire. Il chérit tous ceux qui vivent à Lamberg et a consacré sa vie à les protéger. Ars s'inquiète lorsque Raven commence à tousser, et Raven révèle qu'il sait qu'Ars se reproche sa condition. Raven le rassure en lui disant que ce n'est pas de sa faute car il a choisi cette vie. Raven a une faveur à demander à Ars, alors il lui dit de protéger les habitants de Lamberg. Ars commence à s'effondrer, mais il se reprend et déclare qu'il accomplira la demande de son vieux père.
Raven peut voir la détermination dans les yeux d'Ars, et il comprend donc que d'être son fils a dû être un lourd fardeau. Ars rejette cette idée et dit fièrement qu'il est heureux d'être le fils de Raven. Raven détend l'atmosphère en demandant comment se passent les choses avec Lisha, et tous deux se remémorent le passé. Ils finissent par discuter toute la nuit, et même le reste de la famille se joint à eux. Malheureusement, le lendemain, Raven était parti. Ce soir-là, Ars demande à ses frères et sœurs de faire leurs adieux à leur père alors qu'il est mis en terre. Ars commence à verser quelques larmes et prononce un discours sur à quel point son père était incroyable. Il fait savoir à tout le monde que Raven lui a confié la responsabilité de s'occuper de tout le monde à Lamberg. Ars admet qu'il n'est pas aussi fort que son père, mais il jure de veiller sur eux tous plus que quiconque. Et il promet de les protéger. Il demande leur soutien et ils se rallient tous derrière lui, disant qu'ils feraient n'importe quoi pour lui. À ce moment-là, Charlotte se souvient d'une fois où elle a essayé de se dépasser sur le champ de bataille, mais Raven lui a dit de garder cet effort désespéré pour le moment où Ars serait sur le champ de bataille. Alors, elle a promis de faire exactement cela. Rosal se rappelle un souvenir de rester éveillé très tard à étudier et de dire à Raven qu'il voulait apprendre autant qu'il pouvait pour pouvoir aider Ars. Raven lui a rappelé qu'il avait tout le temps de grandir, donc il pouvait prendre son temps et grandir aux côtés d'Ars. Lisha se sent un peu triste à propos de sa propre mémoire, mais elle est heureuse de voir à quel point tout le monde est proche en ce moment. Ars remercie tout le monde de le soutenir et demande à son père de veiller sur eux. Ars se ressaisit et se tourne vers tout le monde, proclamant qu'à partir d'aujourd'hui, il est le chef de la maison Louvan. Tout le monde s'incline devant lui et il déclare que l'histoire de la maison Louvan commence maintenant. Pendant ce temps, une femme mystérieuse entend des gars parler d'un assassinat et elle leur demande de donner les détails. 3 mois plus tard, Ars dit à son vieux que tout le monde l'a soutenu, l'a aidé à s'habituer à ses devoirs de noble. Ars sait qu'il ne pourra jamais être à la hauteur de son père, mais il promet de faire de son mieux à sa manière. Les seigneurs se rassemblent pour rendre hommage à Raven et annoncent qu'Ars a pris la tête de la maison Louvan. Ars promet de s'investir et de remplir son rôle du mieux possible, et les autres seigneurs sont impressionnés par la confiance qu'il dégage. Ars est maintenant à leur niveau, et il est enthousiaste quand ils disent attendre de grandes choses de lui. Les choses deviennent sérieuses avec la guerre entre les frères qui éclate, alors Minos met tout le monde au courant de la situation. Le frère cadet a plus de troupes et de ressources qu'eux, et il tient la capitale de la province de Michonne. Le frère aîné contrôle la ville commerçante de Sampler, ce qui leur donne un avantage économique. Donc dans l'ensemble, le pouvoir est assez équilibré entre les deux villes rivales. Cela signifie que les districts environnants vont jouer un rôle majeur. Et Lord Curran s'active pour les sécuriser. Mais voilà le problème, il y a un domaine qui ne coopère pas. Ça s'appelle Parina, et c'est en plein milieu d'une route d'approvisionnement importante dont ils ont besoin pour le front. Ils espéraient éviter des combats inutiles, mais cette route est cruciale, alors ils doivent prendre le contrôle de Parina. Et juste quand tout le monde réfléchit à leur prochain mouvement, Ars leur lance une bombe. Ils demandent s'ils peuvent le laisser essayer quelque chose d'abord. Un retour en arrière montre que Rosal a commencé à se méfier de la façon dont l'armée ennemie se déplaçait et Rietz l'a soutenu. Mais ils ne sont pas sûrs de ce qui cloche exactement. Ils savent qu'il serait stupide d'attaquer sans connaître la situation. Alors ils ont décidé de recueillir d'abord des informations. Rietz suggère de contacter ce groupe de mercenaires appelé Shadow. Ce sont des pros de la collecte d'informations et la rumeur dit qu'ils sont vraiment bons dans ce domaine. Tout le monde est d'accord. Alors Rosal demande à Ars de l'aborder lors de la prochaine réunion. Maintenant, Ars explique au seigneur à quel point il est étrange que l'ennemi ne recule pas malgré le fait d'être entouré par des ennemis. Ars fait quelques efforts de persuasion et il lui donne le feu vert pour enquêter sur la situation. Plus tard, notre équipe se rend sur place pour voir les orphelins adultes de Charlotte. Ars a construit un orphelinat et a fait en sorte que les enfants de Charlotte soient acceptés, mais ce n'est pas tout. Il a demandé aux responsables de recueillir tous les enfants sans abri qu'ils pouvaient trouver aussi. Charlotte retrouve les enfants et il lui raconte tous leurs projets futurs. L'un veut rejoindre l'armée de Lumera et l'autre veut devenir agriculteur. Il remercie Ars d'avoir changé leur vie, mais il fait remarquer que Charlotte joue aussi un grand rôle parce qu'elle envoie la plupart de son salaire à leur façon. Les enfants la remercient aussi et promettent de tout donner. Charlotte a pensé à les emmener tous à Lamberg, mais maintenant elle se rend compte qu'il est préférable pour eux de rester ici. Vivre dans une grande ville ouvre beaucoup d'opportunités et les enfants doivent expérimenter toutes sortes de choses. Et juste au moment où Ars est époustouflé, Lisha surgit de nulle part et explique qu'elle est venue avec son père. Elle s'est dépêchée de trouver Ars. Dès qu'elle en a entendu qu'il était là, Ars est pris au dépourvu car il n'est pas prêt mentalement à lui faire face maintenant. Lisha est impressionnée par l'orphelinat et remarque comment le bonheur semble suivre Ars partout où il va. L'un des petits-enfants sans parents s'emporte et abîme la robe de Lisha, alors Ars promet de lui en acheter une nouvelle. Mais Lisha reste détendue et rejoint le jeu des enfants.
Son majordome n'est pas très enthousiasmé, mais Ars la respecte pour cela. Plus tard dans la soirée, Ars révèle que Reeds va le mettre en contact avec un groupe de mercenaires appelé Shadow. S'ils acceptent de le rencontrer, il va négocier un travail avec eux. Lisha veut venir, mais Ars l'avertit que cela pourrait être dangereux. Lisha ne s'inquiète pas, elle dit qu'Ars aura du renfort et fait confiance à Reeds pour les garder en sécurité. Ars cède et dit qu'il ira la chercher si les mercenaires acceptent de se rencontrer, mais Ars est choquée lorsque Lisha révèle qu'elle restera avec eux. Elle culpabilise Ars pour qu'il la laisse rester, alors il va préparer une chambre pour elle. Cette fille sauvage suggère même de partager une chambre, mais Ars refuse immédiatement. Charlotte intervient et explique qu'Ars restera dans sa chambre. Et juste quand les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, Rietz se présente pour être témoin de tout le moment. Charlotte dit à Rosal qu'il roule avec eux, alors Rietz s'excuse auprès de son petit pote et s'en va. Le lendemain matin, les gars sont complètement fatigués parce que Charlotte a donné des claques et bougé toute la nuit, les empêchant de dormir. Rietz arrive pour annoncer qu'il a reçu un message de Shadow et qu'ils doivent dire adieu aux orphelins. Les enfants mentionnent qu'ils ne seront peut-être pas là la prochaine fois qu'ils viendront car ils auront réalisé leurs rêves. Notre équipe finit par partir et Ars peut dire que Charlotte est de bonne humeur. Rietz explique qu'il a contacté Shadow par l'intermédiaire de son ancien groupe de mercenaires. Les gangs de mercenaires se passent dans des missions parce qu'ils ont tous des spécialités différentes. L'équipe de Reeds s'occupait des batailles de première ligne, mais Shadow est spécialisé dans les opérations secrètes, le renseignement, l'espionnage et parfois même l'assassinat. Ars est choqué quand il entend cela et réalise à quel point Shadow est effrayant. Juste à ce moment-là, Reeds révèle qu'il est préoccupé par quelque chose. Il a entendu que l'ancien chef de Shadow a démissionné et a été remplacé par un jeune. Ce nouveau chef est super compétent et maintenant Shadow est plus capable que jamais. Ars ne voit pas ça comme un gros problème, alors Reeds continue en disant que ce chef ne prend que les missions qui l'intéressent. Ars pense qu'ils doivent juste payer, mais ce n'est pas le problème. Le problème, le genre de travail que ce leader aime. Lord Loomer compte sur eux, donc Ars est déterminé à convaincre les mercenaires d'accepter le travail. Ils se rendent au bar pour rencontrer les mercenaires, mais on leur dit que c'est complet et qu'ils doivent partir. Ars est stupéfié quand Reeds dit la phrase secrète et soudain, ils sont autorisés à entrer. Tout le monde les regarde. Alors Charlotte demande si elle peut les griller tous avec un sort de feu. Il la refuse, alors ils se contentent de passer leur commande. Ars réalise que le groupe de mercenaires est axé sur la collecte d'informations. Alors leur chef pourrait les surveiller en ce moment. Ars essaie d'utiliser son pouvoir pour trouver le chef, mais les autres lui rappellent de se concentrer sur la commande. Juste à ce moment-là, l'air de terreur apparaît sur le visage d'Ars lorsqu'il utilise son pouvoir sur la serveuse. Ars ne veut pas se faire remarquer, alors il reste calme, passe sa commande et se dirige vers les toilettes. Une fois seul, la peur s'empare de lui et il commence à trembler, pensant qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche avec sa compétence d'évaluation. Juste pour vérifier, il l'utilise sur Reeds et ça fonctionne comme un charme, mais mince, il est terrifié parce que la serveuse a une prouesse de 92 et une ingéniosité de 90. Ces statistiques sont incroyables, mais ce qui est encore plus fou, c'est que la serveuse est en fait un jeune homme de 22 ans. Sorti de nulle part, le gars sort un couteau et demande comment Ars a découvert qu'il est le chef de l'ombre. Ars reste silencieux, mais heureusement, Reeds intervient pour sauver la situation. Reeds est furieux et se demande si ce gars sait à qui il a affaire. Le gars est curieux de savoir comment Reeds a su venir, et même Ars ne peut pas le comprendre. Lisha rejoint la scène et fait remarquer qu'après la façon dont Ars a été traité, le chef ferait mieux d'accepter son travail. Le gars devient tout défiant, se demandant ce qu'il ferait s'il refusait. Il ne veut pas que personne connaisse son identité. Alors, il pense à utiliser tous ces trucs pour éliminer Ars et prendre la fuite. Mais Lisha le fait taire rapidement, lui faisant comprendre qu'avec Rietzla, s'échapper avec sa vie ne va pas être facile. Ars est sous le choc en réalisant qu'il négocie sans lui. Le gars envisage encore de dire non, alors Lisha précise clairement qu'elle n'est pas du genre à oublier. Il a mentionné éliminer Ars plus tôt, donc Lisha déclare franchement que s'il faisait ça, elle le poursuivrait jusqu'au bout du monde pour en finir avec lui. Ars n'a jamais eu plus peur d'elle, et le chef rit et s'excuse d'avoir été impoli. Il est encore curieux de savoir comment Ars a compris qu'il était le chef alors qu'il pensait que son déguisement était parfait. Ars révèle simplement qu'il a une compétence d'analyse qui lui permet de voir les capacités des autres. Le gars a du mal à le croire, mais il est choqué quand Ars l'appelle Mazak. Ars est stupéfait quand le chef admet qu'il a laissé ce nom derrière lui il y a longtemps et qu'il s'appelle maintenant Femme. Le fait qu'Ars connaissait son nom d'origine est une preuve suffisante pour le leader qu'Ars ne ment pas sur ses capacités. Femme est partant pour prendre le boulot, mais il prie pour ne pas avoir à voir Lisha s'énerver à nouveau. Ars souligne que Femme ne sait même pas en quoi consiste le travail, mais Femme explique qu'il sait déjà tout ce qu'il a besoin de savoir. Il a un œil avisé pour juger le caractère de quelqu'un en se basant sur les gens avec qui il traîne. Dans le cas d'Ars, il a le badass Reeds à ses côtés et Lisha est intimidante malgré son jeune âge. Elle a aussi beaucoup de respect pour Ars. Femme compare travailler avec Ars à parier sur un gagnant certain.
Lisha explique qu'elle a remarqué le regard sur le visage d'Ars quand il a vérifié leur supposée serveuse. Elle a compris qu'il avait dû réaliser que c'était le chef, alors Ritz a décidé de le suivre. Ars exprime sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie et il ne peut s'empêcher de penser à quel point Lisha est fiable. Ars expose les détails du travail et Femme ne lui demande qu'une pièce d'or puisqu'ils travaillent ensemble pour la première fois. Ars est pris au dépourvu lorsqu'il apprend que cela prendra seulement 5 jours à Femme pour rassembler les informations. Femme lui rappelle que c'est sa spécialité, donc Ars a hâte de voir ce qu'il a préparé. En plongeant dans le passé, voyons ce qui s'est passé lorsque notre équipe a retrouvé les autres, et Kars a parlé de leur rencontre avec le chef de l'ombre. Charlotte est ravie d'apprendre qu'il a accepté le poste et exprime même le désir de rencontrer un jour le chef. Juste à ce moment, Femme arrive en tant que serveuse et offre à Charlotte des pancakes gratuits. Ars est stupéfait par la présence de Femme car il n'aurait jamais deviné qu'il était le grand patron de Shadow s'il n'avait pas vu ses statistiques. 5 jours plus tard, Ars retrouve Femme, qui est seule car le reste de l'équipe Shadow est en mission. Ars est stupéfait lorsqu'il découvre que Femme a mené son enquête tout seul. Il réalise alors que les compétences incroyables de Femme sont ce qui fait de lui le chef des Shadows. Ars est ravi d'entendre que la mission a été un succès total, mais il ne peut s'empêcher de se demander comment Femme a réussi son coup aussi rapidement. Malheureusement, c'est un secret professionnel, mais Femme a plein de choses à dévoiler. Il s'avère que la raison pour laquelle le district de Parana ne soutient pas Kurin est qu'ils font partie d'un pacte. Femme a mis la main sur un document avec les signatures de tous les nobles qui sont aux côtés de Lord Vasmark. Soudainement, Rietz perd son calme quand il reconnaît l'une des signatures et c'est un sceau du district de Massa qui a une population importante et l'une des plus grandes armées du continent. Il serait un allié de poids majeur pour le camp qu'ils choisissent. Heureusement, le district de Massa est avec Lord Kurin, comme notre équipe, mais le fait que leur sceau soit sur ce document promettant soutien à Vasmark signifie que le district de Massa les a carrément trahis. Maintenant, voici le problème. S'ils envahissent Parana, il est probable que Massa les attaque par derrière. Femme pense que Parana savait cela et a réalisé que s'allier avec Kurin était une mauvaise décision, c'est pourquoi il ne joue pas le jeu. Ritz veut que Femme explique comment il a obtenu ce document authentique pour vérifier son authenticité, mais Femme ne partage ses méthodes avec personne. Même pas avec ses amis les plus proches. Tout ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il l'a obtenu là où vit le grand patron. Ritz s'excuse de l'avoir douté. Femme a terminé le travail, alors il remet le document, et Ars ne peut s'empêcher de penser à quel point il est cool. Ars se prépare à le payer, mais Femme dit que ce n'est pas nécessaire parce qu'il a mal traité Ars auparavant. Femme veut qu'Ars considère cela comme des excuses et un investissement pour leur avenir. Donc, Ars promet de lui payer un supplément pour le prochain travail. Ars et Rietz se retirent pour informer Lord Lumière de la trahison de Massa. Lumière est absolument stupéfait par la nouvelle et sait que ce ne sera pas facile de convaincre Parana de les rejoindre. Il demande à Minas de diffuser le document aux autres seigneurs et Lumière félicite Ars pour les avoir sauvés d'une énorme erreur. Lumière décide qu'il doit parler sérieusement avec Kurin et il veut qu'Ars l'accompagne. Mais attends, Minas lâche une bombe. Il a remarqué quelque chose de vraiment louche à propos du pacte. La signature et le sceau du district de Massa ne sont pas légitimes. Il les compare à la véritable affaire et il y a une différence évidente. Tous les autres sont corrects, mais le sceau et la signature du pacte du district de Massa semblent totalement faux. Parana s'est fait complètement embobiner en croyant que Massa les avait trahis et c'est la seule raison pour laquelle ils se sont alliés avec Vasmark. Minas a des yeux aussi aiguisés qu'une lame, donc Lumière se porte garant pour lui, affirmant qu'ils peuvent faire confiance à ce qu'il dit. Ars est époustouflé par les compétences incroyables de Minas. Sa capacité d'évaluation lui permet de voir les statistiques, mais elle ne révèle pas les talents particuliers d'une personne. Ars ne comprend pas pourquoi ils insistent tellement sur ce mensonge, alors qu'il était voué à être découvert tôt ou tard. L'équipage pense que c'était juste pour gagner du temps. S'ils avaient lancé une attaque sur Parana, ils auraient gagné. Mais cela aurait pris du temps car Parana se serait défendu. Les gens derrière le mensonge ne se soucient que d'avoir Parana de leur côté pour l'instant. Parana est jetable pour eux, ce qui signifie que leur véritable objectif doit être les pierres magiques explosives. Ces pierres sont extrêmement précieuses et ne se trouvent qu'à Parana et dans 3 autres districts. Lorsqu'elles sont raffinées, les pierres magiques explosives libèrent une magie impressionnante et pourraient même produire des armes super puissantes. Vasmark doit être après ces pierres, et c'est un choc lorsque Rosal révèle la vérité, attaquer Parana n'est pas une option. S'ils se battent et s'épuisent mutuellement, ils tombent dans le piège de Vasmark. Leur seule option est de parler à Parana et de les convaincre. Le problème est que tous les messagers qu'ils ont envoyés ont été directement rejetés. Plus tard, nous voyons Ars rencontrer le grand patron de Parana en personne. Étonnamment, Ars lui dit qu'il est au courant du pacte et déclare que Lamberg veut s'allier avec Vasmark. Ars fait comme s'il n'était pas au courant de la signature falsifiée de Massa et lâche la bombe que Lumière veut aussi changer de camp. Le grand Manitou est heureux de voir que Lamberg est dirigé par un leader compétent et il est prêt à discuter avec Vasmark en personne.
Il est super confiant que Lamberg sera bien accueilli de leur côté. Mais attends, Ars n'a pas encore fini. Il a quelques questions à poser. Le chef confirme que le pacte est légitime, disant que Vastmark le lui a remis personnellement. Ars fait remarquer que le chef de Massa soutenait fermement Kurin, alors pourquoi cette trahison soudaine? Le grand patron dit que la trahison est normale en temps de guerre, mais Ars continue de pousser. Pourquoi Massa s'allierait-il avec Vastmark alors que cela les laisse encercler? Toutes ces questions font que le chef réalise que toute cette rencontre était une véritable arnaque. Il perd son sang-froid et exige qu'ils arrêtent Ars. Mais ensuite, Rietz intervient, se révélant pour protéger Ars. Ars explique qu'ils ne sont pas là pour se battre, alors le grand patron exige de savoir pourquoi il est venu. Et c'est là qu'Ars choque tout le monde en révélant qu'il a amené le chef de Massa pour s'expliquer. Retour en arrière, il s'avère que c'était toute l'idée de Rosal. Ils ont montré le document au chef de Massa, et il était choqué car il n'avait jamais signé ce foutu pacte. Ars lui a demandé d'écrire une lettre pour qu'il puisse l'apporter au chef de Parina, mais ce type était carrément furieux. Il est en colère parce que quelqu'un a falsifié le sceau de Massa, et il déclare qu'il va rendre visite lui-même au chef de Parina pour dire la vérité, et c'est exactement ce qu'il fait. Il déclare qu'il est avec Lord Kuran depuis le début et qu'il continuera à le servir jusqu'à la fin. Avec cette information en main, la question est de savoir si Parina va toujours soutenir Vastmark. Le chef de Parina veut rejoindre Kuran maintenant qu'il connaît la vérité, mais il se demande si Kuran va vraiment les accepter à nouveau. Le chef de Massa n'est pas sûr, mais il sait que son district a une population massive à protéger. Il sait que le chef de Parina ressent la même chose pour son peuple. Le problème est que le chef de Parina s'est fait avoir si facilement et n'a jamais pris la peine de vérifier la légitimité du pacte. Ars est complètement impressionné par l'attitude du chef Massa et se rend compte qu'il doit s'améliorer pour être à son niveau. Le chef félicite Ars pour avoir éclairci la situation et lui laisse la décision d'accepter Parina. Ars sait que le gars s'est fait avoir facilement, mais il ne veut pas le couper pour une seule erreur. Il sait qu'il peut sembler naïf, mais il est juste content qu'ils aient pu régler les choses sans en venir aux mains. Ars s'avance et déclare qu'ils peuvent être alliés et le chef de Parina promet de faire de son mieux. Il n'y a rien d'autre à dire, alors Ars remercie le chef de Massa d'être venu. Le chef exprime sa gratitude et apprécie qu'Ars ait découvert le plan des ennemis et les résolu pacifiquement. Il est ravi de voir que le district de Canard a ajouté un leader solide à son équipe. Plus tard, Ars explique tout à son père. Parmi toutes les bonnes nouvelles, Ars apprend que Vastmark a réussi à voler une quantité de pierres magiques explosives dans le quartier de Parina. Rietz et Rosal glissent à travers et Ars les félicite pour l'avoir aidé à régler les choses sans que personne ne soit blessé. Rietz sent qu'Ars a quelque chose en tête, mais Ars dit juste qu'il sait ce qu'il doit faire. Le seul problème, c'est que ça ne va pas être facile. Les chefs qu'il vient de rencontrer étaient désespérés de protéger leur peuple et Ars veut devenir un seigneur fort comme eux. Mais sans son équipe, Ars se sent comme s'il serait complètement impuissant dans cette situation. Rietz le rassure en disant qu'il le soutient et qu'il sera toujours à ses côtés. Tout ce qu'Ars doit faire, c'est suivre son instinct et faire ce qu'il pense être juste. À ce moment-là, quelqu'un arrive et dit que Lord Lumer est à Ravensgrave. Lumer s'excuse d'avoir pris autant de temps pour venir et dit que Lord Kuran veut rencontrer Ars. Ars est choqué parce qu'il n'est qu'un petit chef de territoire et Kuran est un grand personnage. Ars se sent indigne, mais Lumer explique qu'il a informé Kuran des récents événements et Kuran s'intéresse à Ars. Ars accepte l'offre et prévoit de se préparer pour le jour où cela arrivera. Mais bon sang, il est pris de court lorsque Lumer révèle qu'il se dirige pour rencontrer Lord Kuran tout de suite. Ars pense que c'est trop soudain, mais son équipe le motive et souligne que c'est une chance en or pour lui de monter de niveau dans le jeu. Il donne à Ars un peu de confiance, alors il déclare qu'il est prêt à y aller. De retour au manoir, Charlotte était occupée à choisir sa tenue stylée pour la fête qu'Ars avait prévue quand cette domestique a dû venir et annoncer que tout le monde était déjà parti rencontrer Kuran sans elle. Pendant le trajet en calèche pour rencontrer Kuran, Rosal demande à Rietz si c'était vraiment cool de laisser Charlotte derrière comme ça. Mais Rietz le justifie, disant qu'ils ont besoin de quelqu'un pour défendre Lamberg pendant leur absence. Et puis Charlotte est certaine de leur pardonner s'ils ramènent un cadeau pour elle. En ce moment, Rietz s'inquiète davantage pour Ars, qui n'a pas arrêté depuis qu'ils ont pris la route. Ars prétend qu'il va bien, mais il ne s'attendait pas à rencontrer Kuran à si court terme. Ce type pourrait devenir le prochain grand gouverneur, donc c'est incroyable pour Ars de comprendre pourquoi il voudrait rencontrer un seigneur de petite ville comme lui. Juste pour qu'il soit au courant, Ars demande à Rosal ce qu'il en est de la fête à laquelle il a été invité. Rosal explique que Kuran a fait venir un tas de gros bonnets de partout. On dirait qu'il essaie de remonter le moral de ses partisans en passant du temps avec eux en personne. Entendant qu'il va y avoir un tas de nobles influents qui vont passer, Ars commence à se sentir encore plus mal à propos de toute cette affaire. Mais il est trop tard pour faire marche arrière maintenant car ils sont déjà arrivés.
Ars et l'équipe regardent par la fenêtre et sont époustouflés par l'aspect impressionnant de la ville marchande. Ars réalise qu'il doit travailler dur s'il veut rendre Lemberg aussi belle que cette ville. Ritz suggère que le banquet de ce soir pourrait être l'occasion idéale pour Ars de se faire un nom parmi la haute société. Ars accepte de tout donner pour atteindre cet objectif. Alors qu'ils arrivent au château, tous les invités commencent à remplir la salle, et Ars remarque que pour une raison quelconque, tous les regards sont tournés vers lui. Aucun d'entre eux ne reconnaît Ars, donc ils pensent qu'il est étrange pour un enfant de se promener seul. Ars commence à devenir conscient de cela, mais il aperçoit alors un visage familier de l'autre côté du couloir. Et c'est Lumer qui est traité comme un roi par les autres nobles. Lumer voit Ars et lui dit de les rejoindre car il est aussi un seigneur. Ars s'approche et Lumer le présente aux autres seigneurs comme le nouveau seigneur de Lemberg. Un moment plus tard, des trompettes retentissent pour annoncer à tout le monde que Curran est dans la place. Les têtes commencent alors à s'incliner en attendant son arrivée. Curran arrive et leur dit de lever la tête. Et une fois qu'Ars rencontre enfin l'homme lui-même, la première chose qu'il fait est de vérifier ses statistiques. Pas de surprise, Curran a des statistiques impressionnantes qui crient qu'il a l'étoffe d'un leader. Alors Ars comprend pourquoi Lumer et l'équipage roulent avec lui. Mais si Curran est déjà aussi incroyable, Ars ne peut s'empêcher de se demander à quel niveau Vasmak doit être, parce que la rumeur dit qu'il est encore plus impressionnant que Curran. Curran monte sur scène et montre de l'amour à tout le monde à la fête pour être venu. Il les a tous réunis pour leur donner le scoop sur la crise sérieuse qui se passe à Mission City après que le père de Curran soit décédé. Vasmak essaie de déclencher une guerre avec Curran, prétendant qu'il a le droit de succéder à leur père, même si Curran est le véritable héritier. Malheureusement, l'Empire de Summerforth ne se soucie pas de ce drame, donc ils n'interviennent pas. Curran sait que l'Empire est corrompu depuis longtemps, donc il est prêt à le démolir et à le reconstruire à partir de zéro. Il jure de gagner cette guerre et de réunir toutes les régions de Michonne en faisant un tout nouveau pays. Il veut que Michonne soit autonome en tant que territoire indépendant, mais il sait très bien que ce ne sera pas une promenade de santé. Mais avec le soutien de tout le monde ici, Curran est confiant qu'ils peuvent accomplir n'importe quoi. Il les voit comme les personnes les plus brillantes et les meilleures qu'il pourrait demander pour être à ses côtés. Et il y a une personne en particulier à qui il veut donner de grands remerciements pour ses réalisations. Il appelle Ars à l'avant pour que tout le monde puisse le voir, et Ars est complètement figé de choc. Mais avec un petit coup de pouce de Rosal et Ritz, il finit par se frayer un chemin vers l'avant et se présente. Curran est honnête avec la foule, révélant que Vasmak a sans vergogne falsifié des documents pour jouer Parina et les amener de leur côté. Mais Ars a compris le manège et a aidé à ramener Parina de leur côté sans jeter de coups de poing inutilement. Les autres nobles chics ne peuvent même pas comprendre comment un jeune garçon comme Ars a réussi autant, mais Curran les instruit en disant que l'âge ne signifie rien. Tout est dans les résultats que vous apportez, et en ce moment, Ars a plus de victoires que quiconque ici. Alors Curran appelle à applaudir l'homme. Ars accepte l'amour avec grâce. Et un peu plus tard, après avoir passé du temps à rencontrer tous les autres seigneurs, Ars est complètement épuisé. Il se dirige vers le balcon pour prendre un peu d'air frais, et c'est à ce moment-là qu'il tombe sur Curran. Curran voulait avoir une chance de discuter avec Ars en privé, et il mentionne ce qu'il a entendu à propos d'Ars rassemblant quelques vassaux compétents. Vous n'entendez pas Lumer parler aussi bien de n'importe qui. On dirait qu'Ars n'est pas seulement intelligent, mais qu'il a aussi un œil pour le talent. Alors Curran veut poser une vraie question honnête à Ars. Il vient de rencontrer toutes les personnes qui servent sous Curran, alors il veut savoir ce qu'Ars pense d'eux. Ars les évalue quand il a rencontré tout le monde pour la première fois, mais pour être honnête, toutes leurs compétences sont plutôt moyennes. Mais il n'est pas sûr de pouvoir le dire directement à Curran. Mais Curran a demandé la vérité, alors Ars le dit. Il dit qu'il n'a vu personne là-bas qui soit vraiment époustouflant. Ainsi, Curran demande si Ars croit que ses propres vassaux sont meilleurs que ceux de Curran. Et Ars montre du respect et lui dit que son équipage a plus de talent que tout le peuple de Curran réuni. Ars pensait que Curran pourrait s'emporter, mais en fait, il ressent l'honnête opinion d'Ars. Il sait que ses vassaux sont bons et concentrés, mais ils ne sont pas exactement de haut niveau. Cela fait réaliser à Curran à quel point ça va être difficile de gagner cette guerre avec l'équipe qu'il a maintenant. Le côté de Vasmark a beaucoup de gens intelligents et talentueux, donc même si Curran a plus de puissance militaire et d'argent qu'eux, cela ne signifie rien si ceux qui dirigent l'effort de guerre sont complètement nuls. C'est pourquoi il est tellement soulagé d'entendre parler des mouvements qu'Ars a fait, car cela montre qu'il y a de nouveaux talents qui émergent. Curran a de grands espoirs pour Ars et lui dit même que s'il fait ses preuves au combat, il sera récompensé par une promotion pour devenir le nouveau seigneur de Canard. Ars ne comprend même pas ce qu'il entend, alors il demande carrément ce qui va se passer avec Lumière si Curran le nomme nouveau seigneur de Canard. Mais Curran a toujours prévu de donner à Lumière un territoire bien plus grand parce qu'il est l'un des rares vassaux sur lesquels Curran peut vraiment compter. Et avant que Curran ne parte,
il a l'audace de demander à Ars s'il serait prêt à lui céder ses propres vassaux. Ars n'est pas du tout d'accord avec ça, alors il rejette catégoriquement l'idée. Curran savait déjà qu'Ars n'accepterait pas des demandes ridicules comme ça, mais il veut toujours entendre ce qu'Ars et ses vassaux ont à dire. Il veut qu'Ars l'accompagne au conseil de guerre, et il cherche aussi qu'Ars trouve des personnes talentueuses, car il ne peut pas se contenter de ses vassaux médiocres. C'est tout ce que Curran avait à dire. Alors, il part car Ars envisage de répondre aux attentes de Curran. Pendant ce temps, au château Arcante, Vazmark apprend que sa tromperie a été découverte et que Parina a rompu les liens avec lui. Il est un peu déçu que Parina ne va pas affronter Lumière, mais ce n'est pas la fin du monde. Ses vassaux lui disent qu'ils ont déjà récupéré un tas de pierres de mage explosives de Parina. Donc même si la guerre éclate tout de suite, Curran n'a aucune chance. Curran n'a pas de vassaux talentueux à ses côtés. Et pour empirer les choses, ses soldats ne sont que des anonymes, à part Curran lui-même. Mais l'armée de Vazmark est remplie de guerriers compétents et puissants. Il pense que les chances de perdre pour Vazmark sont minces, mais Vazmark n'est pas prêt pour des chances minces. Il n'entre dans les batailles que lorsqu'il est sûr de gagner, alors il a besoin que son équipe s'assure qu'il n'y ait aucune chance de perdre. Au fait, il demande à l'un de ses vassaux s'ils savent où est cette femme nommée Myrelle, mais personne n'en a la moindre idée. Et honnêtement, il pense que c'est une mauvaise idée de l'embaucher de toute façon. Elle a peut-être du talent, mais elle n'est rien de plus qu'une alcoolique pure et simple maintenant. Donc Vazmark accepte de ne pas aller la chercher et il espère que personne d'autre ne la poursuivra non plus. Quelques jours plus tard, Ars et le reste de l'équipage retournent à Lamberg et ils racontent à Charlotte toute la folie, y compris le fait que Curran veut qu'ils participent à la prochaine réunion du conseil de guerre. Curran veut aussi qu'Ars aide à trouver des personnes talentueuses, mais l'ancienne méthode d'Ars pour recruter ne suffit plus car il n'a pas le temps de le faire seul. Ritz propose à Fam de gérer le travail. Arze trouve ça génial, donc ils organisent une réunion et Fam accepte de s'en charger. Mais il dit à Arze qu'il ne veut pas être tenu responsable s'il finit par trouver quelqu'un d'incompétent car il n'a pas de compétences d'évaluation comme lui, Arze. Il n'y aura pas de conséquences si Fam échoue, mais s'il trouve vraiment quelqu'un de légitime, Ars lui donnera un bonus de 20 pièces d'or. Fam est prêt à donner tout ce qu'il a, alors Ars et Rietz quittent le bar et retournent vers l'équipe. Mais en chemin, une fille ivre bouscule Ars et il finit par tomber par terre. Elle l'aide à se relever et s'excuse, et Ars lui dit que tout va bien alors qu'elle s'éloigne en titubant. Il s'avère qu'elle entre directement dans le bar de Fam pendant qu'il prépare les choses et elle commence carrément à demander un emploi. Un des potes de Fam sort de l'arrière et la reconnaît comme Myrelle, et il n'est pas vraiment ravi de la voir. Fam demande comment il connaît Myrelle, alors le type explique qu'ils avaient l'habitude de boire ensemble dans des bars du monde à l'époque. Myrelle ne se souvient pas vraiment de lui, mais puisqu'il prétend la connaître, elle lui demande de l'aider parce qu'elle est fauchée et n'a nulle part où aller. Le gars la rejette parce qu'elle lui doit encore beaucoup d'argent depuis leur dernière rencontre. Mais Fam intervient dans son rôle de serveur et dit qu'il serait heureux de la faire travailler là-bas. Un mec demande à son pote ce qu'il pense en l'engageant alors qu'elle est clairement une alcoolique, mais le pote pense qu'elle pourrait être un personnage intéressant, alors il va gérer ça. Comme prévu, Myrelle est nulle au boulot, mais le pote laisse passer parce qu'il ne l'a pas embauchée pour ses compétences de serveuse. Une fois qu'ils ont fermé boutique, Fam s'assoit avec Myrelle et lui demande ce qu'elle a fait de sa vie. Elle explique qu'elle est une vagabonde allant d'un endroit à l'autre, appréciant les bonnes boissons sur le chemin. Fam lui demande alors ce qu'elle faisait avant de devenir vagabonde, mais Myrelle le rabroue en disant qu'il est impoli pour un homme de fouiller dans le passé d'une femme. Le gars n'arrive pas à comprendre comment elle a deviné qu'il se déguise, alors il lui demande carrément pourquoi elle pense qu'il est un mec. Et Myrelle lui explique en disant qu'il lui ressemble juste à un homme, mais elle ne se soucie pas qu'il aime le travestissement. En fait, elle pense qu'il est plutôt mignon, alors elle est prête à partager un peu de son histoire. Elle et son frère idiot travaillaient pour un vieux type, mais elle a entendu des rumeurs selon lesquelles le vieil homme est maintenant 6 pieds sous terre et cela l'a rendu vraiment triste. La famille est curieuse de savoir comment était cet homme, alors Myrelle commence à parler de la façon dont il pouvait être parfois distrait, mais dans l'ensemble, c'était une personne vraiment intéressante. Il croyait en elle et son frère, même quand ils étaient très pauvres. Il s'appelait Amador Salamachia, et c'est l'ancien duc de Mission, le père de Curine et Vazmark. Le gars de la famille pense qu'elle doit mentir, mais Fam continue d'écouter et commence à croire qu'elle dit la vérité, alors il lui fait savoir qu'il a un meilleur travail pour elle. À ce moment-là, Fam envoie une lettre à Ars, lui disant qu'il a trouvé une personne vraiment talentueuse. Ars est complètement choqué de la rapidité avec laquelle Fam a réussi. Il n'a pas perdu de temps et a déjà envoyé la dame. Alors tout le monde se dirige vers la porte d'entrée pour la rencontrer. Ritz ouvre la porte et Fam les accueille en disant qu'il a amené la femme.
Il présente Myrelle à Ars. Ars la reconnaît comme celle qui l'a bousculé plus tôt, mais Myrelle l'a déjà totalement oublié. Quand Femme lui a parlé de l'opportunité d'emploi, cela a éveillé son intérêt, alors elle demande à Ars s'il est prêt à l'embaucher. Et après avoir jeté un coup d'œil à ses statistiques, Ars est carrément terrifiée parce qu'elle est un génie absolu. Femme dit qu'elle travaillait avec le duc, donc Ars est impressionné par elle, mais Rietz connaît sa réputation et prévient Ars que son frère, Thomas, travaille avec Lord Vasmarch. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec lui, mais Rietz n'y croit pas et dit à Ars de ne pas l'amener à bord. Mais Ars décide de faire d'elle sa vassale de toute façon, parce qu'il sait qu'elle a des compétences incroyables. Le lendemain, Rietz commence à se plaindre du comportement de Myrelle, disant qu'elle n'est pas faite pour être une vassale parce qu'elle traîne toujours, même en quittant le travail pour faire la sieste dans sa chambre. Il pense qu'elle est une cause perdue et dit à Ars de la virer carrément. Rosal intervient de nulle part en disant qu'il ne veut pas que Myrelle l'enseigne parce qu'elle lui a dit d'arrêter d'étudier et l'a fait courir à la place. Il pense que ses méthodes sont dingues et qu'elle est carrément folle. Ars essaie de la défendre, mais ensuite ils entendent une énorme explosion et tout le monde panique, pensant qu'ils sont attaqués. Mais il s'avère que c'est Charlotte qui cause des problèmes parce que Myrelle lui a demandé de montrer ses pouvoirs. Ars dit à tout le monde de se détendre, mais il se rend compte qu'ils sont tous en colère et on découvre qu'ils détestent Myrelle parce qu'elle rend leur vie difficile. Mais elle leur dit de l'accepter telle qu'elle est et Ars l'avertit de se calmer ou il devra agir. Elle explique qu'elle ne veut pas partir parce qu'Ars est le seul qui l'a acceptée telle qu'elle est. Alors, elle réalise qu'elle doit trouver un moyen de s'entendre avec l'équipage. Elle propose un combat simulé, disant que si elle gagne, ils doivent la laisser rester. Ars n'est pas trop chaud, mais Rietz veut voir de quoi elle est capable, alors il accepte de se battre avec elle. Ars rassemble son équipage, mais il est surpris quand Lichois se pointe, disant qu'elle veut voir le combat simulé. Il explique les règles. Ils se sépareront en 2 équipes, et se battront dans la forêt de l'Est jusqu'au coucher du soleil. Pour gagner, ils doivent capturer le commandant ennemi ou éliminer l'autre équipe. Ars ajoute que si un soldat est touché à la tête ou à la poitrine, il est hors jeu. Charlotte se demande si elle peut sortir un peu de magie. Alors Ars lui dit qu'elle ne peut pas lancer de sorts de feu parce qu'ils sont trop destructeurs. À la place, il lui donne des potions magiques et elle réalise qu'elle ne peut utiliser que la magie de la lumière et du son dans le jeu. Ars est sur le point de diviser tout le monde en 2 groupes, mais il remarque que personne ne veut faire équipe avec Myrelle parce qu'ils veulent tous la voir perdre. Un soldat dit que Myrelle va être licenciée si elle perd, alors il suggère de laisser les nouveaux rejoindre son camp. Les soldats commencent à se disputer, mais Myrelle s'en fiche et ils pensent qu'elle est mal vue, alors ils veulent tous se débarrasser d'elle. Ensuite, nous voyons l'équipe de Rietz dans les bois, et Charlotte dit qu'ils sont bien plus forts que l'équipe ennemie. Mais elle pense que Myrelle est impressionnante, donc ils ne devraient pas la sous-estimer. Rosul est leur commandant, et nous découvrons qu'il a peur des filles. Mais il dit à Rietz de donner tout ce qu'il a. Ars est le commandant de l'équipe de Myrelle, et nous voyons qu'elle est remplie de débutants. Il sait qu'ils sont dans la merde et pense que Rietz va les détruire. Myrelle pense que Rietz est un combattant de ouf et sait que la magie de Charlotte est incroyable. Elle est impressionnée qu'Ars ait pu repérer leur talent. Elle mentionne que ses soldats sont faibles, alors ils s'énervent. Mais elle leur dit qu'elle ne fait que dire la vérité et elle est confiante qu'ils vont quand même gagner. Elle sait qu'ils ne la sentent pas, mais elle a un plan et les convainc de le suivre. L'équipe de Rietz installe des pièges dans la forêt et il expose leur plan de bataille. Il sait que l'équipe de Myrelle ne peut pas les affronter de front, donc ils vont probablement opter pour des attaques furtives pour prendre l'avantage. Il suggère de les attaquer de front, avec lui menant la moitié des soldats à l'avant, tandis que l'équipe de Rosul suit par derrière. Il pense que Myrelle essayera de capturer Rosul, alors il lui dit de libérer la magie sonore dès qu'ils seront attaqués, afin qu'ils puissent encercler les ennemis. Il dit à tout le monde de rester calme et de se rappeler qu'ils ont l'avantage, alors il décide de suivre son plan. Alors que Rietz mène son équipe pour patrouiller la zone, ils entendent soudain une énorme explosion, réalisant que quelqu'un est tombé directement dans leur piège. Ils se précipitent sur les lieux et repèrent un mage de l'équipe de Myrelle. Le gars révèle qu'il veut trahir Myrelle et donne les détails de son plan. Il explique qu'elle est au courant de leur jeu, donc elle complote pour attirer l'équipe de Rietz dans un piège, les laissant impuissants quand elle attaque Rosul. Mais Rietz ne fait pas confiance au gamin, pensant qu'Ars ne suivrait jamais ce plan. Alors le gamin avoue, disant qu'il mentait. Myrelle voulait qu'il simule une trahison, mais au fond de lui, il la déteste et veut qu'elle perde. Il révèle le vrai plan de bataille de Myrelle à l'équipe de Rietz. Elle prévoit de les encercler après les avoir attirés à un endroit précis. Le gamin mentionne qu'elle fera son mouvement après qu'il ait lancé un peu de magie sonore, mais Rietz n'y croit toujours pas. Alors il ordonne au gamin de remettre sa baguette. Le gamin est d'accord, mais ensuite Rietz change de plan et dit à son équipe de le capturer. Le gamin demande à Rietz pourquoi il fait cela, alors Rietz explique qu'il le trouve louche. Un soldat murmure qu'il cache une autre baguette. Rietz lui demande s'il prévoyait de l'utiliser pour la magie sonore, et il essaie de le nier.
Mais Rietz se rapproche, l'intimide, et le gamin commence à transpirer et à l'admettre. Rietz pense que l'ennemi attend toujours le signal, alors il prévoit de les attaquer par derrière. Il mène son équipe à travers les bois et repère un groupe de soldats ennemis postés à proximité. Il lance une attaque surprise, mais réalise que les soldats ne sont que des leurs. Mirel révèle que tout s'est déroulé comme prévu, en disant au gamin que son jeu d'acteur était parfait. Rietz lui demande pourquoi elle est seule avec Ars, lui rappelant qu'ils n'ont qu'à le capturer pour gagner. Mais elle est confiante qu'elle peut s'échapper et commence à porter Ars. Les défiant de l'attraper s'ils le peuvent, Rietz donne l'ordre d'attaquer et ils commencent à la traquer. Nous voyons Lisha et l'équipe acclamer, et Ars pense qu'ils vont se faire attraper. Mais Mirel lui dit de se détendre. Pas besoin de s'inquiéter. Rietz est déterminé à gagner. Mais son équipe se prend soudain dans des pièges. Ils tombent à tous dedans, même Rietz. Mais le gars se relève vite. Il fonce à travers les autres pièges comme une bête, alors Mirel utilise sa magie du son. Ils partent tous abasourdis, se demandant où diable Mirel a disparu. Mais Rietz parvient à la repérer, il continue à la poursuivre et Mirel remarque qu'ils n'ont pas encore reçu le signal. Pendant ce temps, Lisha devient jalouse parce qu'Ars tient fermement Mirel, alors elle commence à encourager Rietz pour qu'il l'emporte. On aperçoit l'équipe de Rosul et Charlotte se demande s'ils devraient se regrouper avec Rietz. Mais soudain ils sont découverts par les soldats d'Ars qui activent leur signal. Rosul voit qu'il n'y a que la moitié des soldats d'Ars. Il se dit donc qu'ils ont l'avantage dans un combat équitable. Il donne l'ordre d'attaquer et les soldats d'Ars savent qu'ils ne sont pas aussi forts. Mais ils se souviennent que Mirel a parlé de comment les autres soldats les ont appelés faibles. Alors ils pensent qu'il est temps de leur donner une leçon. Plus de leurs soldats apparaissent, encerclant complètement l'équipe de Rosal. Et le combat commence. Charlotte s'éclipse avec Rosal, utilisant la magie sonore pour échapper aux soldats, mais cela révèle leur position à Mirel. Rietz se demande ce que diable Rosal fait dans les environs, et nous voyons que Charlotte s'est fait prendre à son propre jeu de magie. Rosal continue de courir et nous apprenons que l'objectif de Mirel n'était pas seulement de déranger Rietz et de le séparer de son équipe, mais c'était de trouver un moyen de capturer Rosal. Rietz réalise ce qu'il cherche, mais Mirel accélère le rythme. Rietz parvient à suivre en pensant à comment Ars l'a sauvé et a promis de rester à ses côtés. Il est déterminé à être le gardien le plus loyal pour Ars, donc il ne perdra pas contre Mirel. Ars commence à se sentir étourdi, mais Mirel aperçoit Rosal venir vers eux. Et Rietz est sur le point de les attraper, mais Ars lui lance sa magie sonore droit dessus. Mirel se prépare à lancer son attaque sur Rosal, et Rietz ne recule pas. Mais mince, Mirel frappe en premier, et Rietz admet qu'il a été battu. Ars s'avance et déclare Mirel gagnante, et tous ses soldats commencent à célébrer. Les soldats vétérans commencent à se plaindre de leur sale tour, mais Rietz dit qu'il n'y a rien d'injuste dans une bataille, alors ils doivent accepter le résultat. Il n'est toujours pas à l'aise avec l'attitude de Mirel, mais il reconnaît ses compétences et espère apprendre d'elle à l'avenir. Ars s'inquiète que Mirel gâche l'ambiance, mais elle dit à Rietz qu'il a été vraiment incroyable. Et elle fait remarquer que la stratégie de Rosal de se séparer était la bonne décision. Elle pense que les choses vont devenir vraiment intéressantes et félicite Ars d'avoir des serviteurs aussi impressionnants, se demandant quels sont ses plans. Il mentionne qu'il veut juste un endroit où tout le monde peut être heureux, alors elle réalise qu'il ne veut pas un monde en guerre. Elle pense donc qu'il va devoir devenir roi pour que cela se réalise. Ars est choqué par ce qu'elle dit, mais elle lui dit qu'il a ce qu'il faut. Ils organisent tous un festin pour célébrer le succès de la bataille simulée, et Mirel boit plus que tout le monde. Les soldats lui demandent de les enseigner, mais elle dit qu'ils reçoivent déjà le meilleur entraînement de Rietz, donc elle n'a rien à leur apprendre. Rosal se dit qu'il doit travailler son endurance, pensant qu'ils auraient pu gagner s'il avait couru plus vite. Il a toujours pensé que ses tactiques suffisaient parce qu'il est le stratège, mais Mirel lui dit que s'il se fait attraper ou meurt sur le champ de bataille, plus de soldats vont mordre la poussière. Alors le gars doit pouvoir rester en vie. Rosal est motivée pour devenir plus forte, mais ensuite Charlotte le heurte et Mirel lui dit de lui lancer des sorts pour l'aider à courir plus vite. Ars est heureux de voir tout le monde s'entendre avec Mirel, mais il pense à ce qu'elle a dit à propos de devenir roi. Rietz vient le voir et s'excuse d'avoir perdu la bataille d'entraînement. Ars lui dit que c'est cool, mais il se souvient de sa promesse à Raven et se sent honteux d'avoir échoué. Ars lui dit qu'il a toujours foi en lui et Rietz jure de s'entraîner 2 fois plus fort. Ars se demande ce que Mirel a dit, mais Rietz dit qu'il ressent la même chose. Ars pense à son rêve d'un monde sans guerre où tout le monde est heureux, et Rietz promet de rester à ses côtés et de l'aider à le réaliser. C'était la fin de la première saison. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous pour plus de résumés d'animés.